Bon, en salle, le podcast du Théâtre des Escales. Cette semaine, on rencontre Pat Laprade, un historien de la lutte quand même. Ça, c'est gros, ça. C'est gros. C'est rare aussi. Il ne doit pas en avoir beaucoup, des historiens de la lutte. Salut Ben. Ouais, j'ai parlé. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Oui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Puis des gens au Québec aussi impliqués, reconnus dans le monde de la lutte internationale. C'est un des grands, Pat Laprade. Là, il fait partie de la jungle de la lutte Ça internationale. paraissait qu'il connaissait ça parce qu'on n'a pas eu grand-chose à faire dans ce podcast-là. Non. On s'est amusé beaucoup. Ouais, vraiment. Des bonnes anecdotes. Moi, j'étais gâté. Là. J'ai vraiment trippé ce podcast-là. Ceux qui trippent pas sur la lutte vont aimer ça pareil. Ouais, mais on regarde la lutte d'un autre angle. On regarde l'histoire de la lutte, comment c'est arrivé. C'est anecdotique, là. C'est des histoires. Là. Ouais, c'est ça. Oui, je trouve ça, justement, donnez-vous la peine si vous n'avez pas connu ce monde-là ou vous avez un préjugé favorable ou défavorable dans les deux cas. Je pense que vous allez aimer ça parce que vous allez voir un peu. Tu sais, ça fait 2 podcasts qu'on a comme un petit coup d'œil en ce qui se passe en arrière dans les coulisses de la lutte. Là. On a eu la même chose avec San Francisco, là, on a ça avec Pat Laprade. C'est le fun d'apprendre, de voir comment ça fonctionne en arrière et comment ça évolue. Toujours intéressant. C'est vraiment une grosse discussion. On a jasé longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, ce podcast-là, mais on a jasé longtemps. C'était vraiment nice. Yes. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Sam, voyons. Francis Lebel. Avec Francis, c'était plus des jokes de divan et de sac de couchage. Ouais. Des jokes de divan et de sac de couchage. Il nous expliquait que quand il est arrivé à Montréal, il n'y avait pas grand-chose dans son appartement à base. Fait que notre running gag, c'est juste qu'il n'y a jamais eu rien chez eux, dans le fond. Puis quand il était confortable, il y a une TV de plus. Ça dirait de 20 ans plus tard, ça ressemble pas mal à ça. Ça peut évoluer bien. Pat Laprade, bienvenue à Appropriation culturelle, le podcast. Merci de l'invitation. Bien content d'être ici. Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois là à Amos? Il y a un gros gala de lutte. Comment tu t'es ramassé ici? C'est la cathédrale. C'est juste pour voir la cathédrale. Ouais, hein, c'est ça. Elle est neuve en plus. Le soir, avec le brouillard et la croix illuminée, là, ça fait peur. On dirait un mauvais film d'horreur. Ah ouais, pour vrai, je ne vais pas me promener à pied près de la cathédrale. Ouais, ça fait hier, c'était glauque quand même. C'est vrai, t'as raison. C'était glauque, avec le pont, le brouillard, la rivière. Oui, c'est la rivière, ouais. On m'a dit que c'était un fleuve, mais je pense que personne... C'est parce qu'elle est connectée sur l'océan. Elle est connectée direct sur la baie James. C'est vrai que ça compte comme un fleuve. Elle a toutes les caractéristiques d'un fleuve, mais elle n'est pas considérée comme un fleuve. C'est le deuxième plus long, je pense, au Canada. Là. Après, je vais voir le Fraser. Puis là, je dis n'importe quoi. Je pense que c'est le Fraser, le premier, là, ou le Mackenzie, quelque chose du genre. Mais c'est plus long que le fleuve Saint-Laurent, mettons. Mais bref, c'était un peu troublant quand je me promenais. Fait que c'est pour ça que je suis venu. Non. Effectivement, gala de lutte. Ouais. Gala de lutte avec un de mes bons amis qui fait son retour à la lutte et qui va lutter pour la première fois dans sa ville natale, qui est San Francisco, Francis Lebel, que vous avez reçu d'ailleurs. Ouais. Sur le podcast. Donc, c'est ce qui m'amène ici, en fait. C'est comme on avait José avec Francis, puis c'est un gros concours de circonstances. On dirait que tous les as sont alignés pour que tout se passe. C'est comme tous les yeux du monde de la lutte sont tournés vers Amos là, en ce moment. T'as jamais vu 2 gars assis au bar d'une cage au sport et pas réalisé que 1 heure après, Francis faisait son retour à la lutte. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça, là. Hey, as-tu vu, il y a un show de lutte? Hey, je parle à la voix, excusez. Pas de problème. T'as-tu vu, il y a un show de lutte à Amos? Ah oui, OK. Hey, j'ai jamais lutté à Amos. OK, bon, on va t'arranger ça. Et j'ai texté le promoteur de la NSPW, qui est Steve Boutet. J'ai dit, tu te rappelles-tu de San Francisco? Il dit, ben oui. J'ai dit, il a jamais lutté à Amos, puis là, tu fais un show à Amos. Dans sa vie. J'ai dit, y a-tu moyen de le mettre sur la carte? Il dit, ben oui. En 1 heure, c'était réglé, là. En 1 heure, c'était réglé. C'était aussi facile que ça, tu sais. Ouais. Puis, il est vraiment, vraiment excité. Puis, je suis bien content pour lui, tu sais. C'est le fun, là, tu sais. À Amos, oui, il y a eu de la lutte. Il fut un temps, mais ça fait, je pense, plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu... selon les archives qu'on voyait sortir les années 80, c'est pas mal les derniers moments. Non, il y en a eu un dans les années 90. Francis me disait qu'il y avait eu un gala de la WTA, qui est une promotion de Pointe-Saint-Charles dans le quartier de Montréal. Puis il était venu, à un moment donné, la WTA faisait dans les années 90 des petites tournées. Puis il était venu ici à Amos. Je sais pas où, dans quel contexte. Ça devait être ça, le show qui nous disait qu'il était genre 6 dans la salle. Là. Ah ouais? OK. Ça serait pas nécessairement surprenant, je te dirais. Et puis, mais bref, c'est ça. Puis avant ça, c'était les années 80 avec Lutte internationale. Puis bon, évidemment, avant ça aussi, Lutte Grand Prix. Bon, dans le temps,
temps où la grosse promotion venait faire le tour du Québec au complet. Il n'y a pas de grande ville ou village qui n'ont pas eu les lutteurs qu'on voyait à la télévision à un moment donné à leur salle. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais, André the Giant est venu, Édouard Carpentier est déjà venu à Amos. Le Jean Ferry est venu en 73, il est venu en 74. Moi, j'ai des dates là, dans mes archives parce que j'en ai reparlé avec Francis. Puis c'est ça, 73, 74, il y a des dates précises où le géant était. C'était souvent l'été ou fin de l'été parce que c'était plus... pour deux raisons. C'est plus simple pour le voyagement, mais aussi parce que les arénas étaient pas prises pour le hockey. Hein. Le hockey au Québec, l'hiver, c'est un peu plus compliqué de planifier ça. Donc, les tournées se faisaient souvent l'été, là, mettons de avril-mai à septembre, dans le temps il neige en octobre, pas mal septembre, début octobre, là, tu sais. Puis, mais Jean, il est venu. J'ai pas de preuves d'archives là-dessus, mais je suis pas mal sûr que le géant est venu avec Hulk Hogan en 80. C'est ça, je disais que moi j'ai un souvenir qu'Hulk Hogan est passé à Amos. Mais je peux pas le géant puis Hogan, à l'époque, Hulk Hogan était un heel. Le géant était le babyface, c'était en 80, puis il y avait eu une rivalité à New York, puis la rivalité s'était transformée aussi à Montréal. Puis je suis pas mal sûr qu'ils ont fait une petite tournée avec ça. Mais j'ai pas de preuves d'archives de ça. Puis j'essayais de checker en ligne. Est-ce qu'il y a un journal à Amos qui... Oui, l'Éco-citoyen. Ça serait l'Éco-citoyen? À l'époque, c'était ça. Ben, ça a été racheté, puis j'ai... L'Éco, ça date des années 70. Là, en ligne, il n'y a rien de disponible. J'imagine qu'il faudrait aller aux archives nationales. Mais je suis quand même curieux, je pense, là, avec la rénovation de l'aréna, ils ont mis plein de photos d'archives, autant de hockey que d'autres choses. Faudrait peut-être juste voir, il y a peut-être des photos de ça aussi. Ouais, sinon la Société d'histoire qui ont gardé plein de journaux de l'époque aussi à Amos. Ah ouais. Il y a des archives photos, là. Ça pourrait être génial. Mais à ce temps-là, Hulk Hogan, il devait pas lutter comme Hulk Hogan encore. Ça devait être Terry... Non, il luttait sous le nom d'Hulk Hogan. Mais c'est ça, il était heel, il était managé par Freddie Blassie. Et puis, mais non, sa rivalité en 80, il luttait sous le nom d'Hulk Hogan. En 80, oui, excuse, dans ma tête, on parle encore en 73. Non, en 73, il luttait même pas. Mais non, en 80. Mais bon, j'ai pas de preuves. Mais je sais qu'ils ont fait plus que juste un show à Montréal. Puis j'avais entendu que... Parce que la WWF est jamais venue à Amos. Non, ça c'est sûr que non. Donc, la seule fois qu'Hogan pourrait être venu, c'est dans les années 80 avec Lutte internationale. Si c'est pas en 80 avec le géant, c'est peut-être en 82 ou en 83 quand il est venu, parce qu'il a fait quelques dates aussi avec Lutte internationale à l'époque. Là, il était rendu babyface. Il luttait, il me semble qu'à Montréal, il avait lutté en équipe avec Dino Bravo puis Gino Brito. Mais c'est peut-être à ce moment-là aussi. Mais c'est une de ces deux fois-là, c'est sûr et certain. Parce qu'après ça, c'est avec la WWF depuis 84. Ouais, puis sinon, il serait revenu avec la WCW puis il s'est fait battre par Jacques Rougeau, comme Jacques Herman nous rappelait souvent. Oui, non, mais puis ça, c'est correct que Jacques le rappelle parce que, je veux dire, c'est quand même Hogan qui a pris la décision de mettre Jacques over. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Jacques, il a juste demandé « Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis il dit « c'est ta ville, tu me bats. » Ouais. Puis Bischoff était pas nécessairement super content. Eric Bischoff était pas nécessairement super content de ça, mais en même temps, bon, c'était pas télévisé, c'était dans une ville où il roulait pas. Je sais, bon, il en est revenu. Là. On a exagéré la colère d'Eric Bischoff par rapport à ça. Là. Mais sinon, mais c'est ça. Puis il est pas venu. La WCW, en fait, a jamais fait de show au Québec. C'est le Hogan Rougeau, c'est Jacques. C'est Jacques avec PCO, Tony Mullet et l'avocat Cookie Lazarus, qui étaient les promoteurs de l'événement. Là. Ils ont utilisé du talent de la WCW. Il fallait qu'ils payent ce talent-là. Ouais. Donc, la WCW a rien promu ici à Montréal. Ah, je pensais que la WCW... Ils sont jamais venus au Canada, ou juste pas au Québec? Juste jamais à Montréal. Ils sont venus au Canada, mais jamais au Québec. Toronto, puis... Ils ont fait Toronto, ils ont fait Vancouver. Ils ont-tu fait Edmonton ou Calgary? Je suis pas sûr, mais je sais de Vancouver et Toronto, ça c'est sûr. C'est drôle parce que Montréal, c'est quand même reconnu pour une bonne ville de lutte d'habitude quand ça passe. Non seulement ça, ils ont eu Bret Hart après le Survivor Series. Le retour de Bret Hart à Montréal après le Screwjob aurait dû se faire avec la WCW, mais WCW... c'était pas nécessairement bien géré à ce niveau-là. Là, c'était, je me rappelle, je pense que c'est Lance Storm qui racontait que... Après ça, ils ont fait un show d'abord en Alberta parce que Lance Storm était sur le show. Puis, il disait que il avait vendu... Il y avait un nouveau T-shirt. Donc, c'est sa ville ou c'est sa province. Puis, il est là. C'est sûr que ça va se vendre. Et
il arrêtait pas de se faire dire que genre à l'intermission, il n'y avait plus de t-shirt. Il n'y avait plus de t-shirt. Lui, il dit « OK, cool. » Tu sais, je veux dire, quand même, ça s'est vendu. Mais non, c'est pas parce que c'était vendu, c'est parce qu'il avait amené genre une quantité tellement petite que personne n'était capable d'en avoir. Il y avait genre 50 ou je sais pas 100. Mais tu sais, c'était une quantité dérisoire. C'est pas qu'il y en avait, parce que lui, après ça, quand il a vu les résultats de vente de marchandises, ben voyons, vous me niaisez. Fait que, tu sais, c'était ça la WCW, là, c'était désorganisé à ce point-là. Puis ils sont jamais nés à Montréal. C'est complètement ridicule. Puis c'est ça que je me demandais, on parlait des années 80-70, il y avait des grosses tournées dans les régions du Québec. Là, ça se voit moins. Les grosses vedettes, ils roulent moins. Y a-tu un contexte? Pourquoi à l'époque que ça tournait comme ça, la lutte? Ben, c'était le modèle d'affaires était complètement différent. Okay. Là, on parlait à ce moment-là, dans les années des années 30 aux années 80, il y avait toujours une promotion locale ici au Québec majeure. Donc, la promotion qui était à la télévision ou qui roulait le Forum de Montréal. Donc, tu avais dans les années fin des années 30, 40, 50, c'était Eddie Quinn avec sa grosse vedette qui était Yvon Robert. Ensuite, tu as eu les As de la lutte avec Johnny Rougeau. Tu as eu le Lutte Grand Prix avec Carpentier, Mad Dog Vachon, le géant. Puis ensuite, tu as eu Lutte internationale avec Dino Bravo, Ricky Martel, puis les frères, la deuxième génération de frères Rougeau, là, Jacques et Raymond. Donc, tu avais toujours une promotion qui était majeure, puis qui s'arrangeait de faire des tournées un peu partout au Québec, parce que c'est comme ça que l'argent se faisait à l'époque. Tu sais, les droits télévisuels, là, ça n'existait pas. Là. C'était à la limite, c'était la promotion de lutte qu'il fallait qui paye ou minimalement ça ne payait pas, ben ça y rapportait aucun sou. Là. En fait, même plus que ça. Habituellement, là, les lutteurs, quand il y avait un TV taping, ils étaient payés moins que lorsque c'était juste un show non télévisé. Parce que l'avantage qu'on leur disait, c'est ben vous allez passer à la télé. Donc, il y a un plus-value à ça. Fait qu'on va moins vous payer. Surtout que des fois, c'était dans des studios, comme les As de la lutte faisaient leur taping. Le show, c'était le samedi après-midi à 4h à Télémétropole, TVA, là, maintenant. Mm-hmm. Okay. Et ils tapaient leurs enregistrements le mardi à Chicoutimi. C'était là qu'ils faisaient tout leur taping. Le Grand Prix, lui, faisait ses tapings à Verdun. Lutte internationale faisait ça au Paul Sauvé. Donc, pas au Paul Sauvé, mais c'est pas vrai, il faisait ça dans un studio à Sherbrooke. Il faisait ça dans le studio de Télé 7, mais à Sherbrooke. Le Grand Prix aussi faisait ça là. Mm-hmm. Mais des fois, on utilisait des shots des émissions hebdomadaires, tu sais, de temps en temps. Mais souvent, c'était dans des petits studios ou des places comme ça avec un peu moins de monde qui faisaient en sorte que ils pouvaient pas être payés parce que pendant longtemps, les lutteurs étaient payés selon un pourcentage des recettes de la soirée. Fait que plus t'attires de monde, puis plus t'es haut sur la carte ou plus t'es un gros nom qui a le potentiel d'avoir attiré cette foule-là, plus tu vas faire d'argent. C'était comme ça que les payes étaient distribués à l'époque. Donc, tout ça pour dire que le modèle d'affaires était vraiment différent. Puis plus tu fais de tournées, plus tu vends de billets, plus tu peux te faire payer. Ça fait en sorte que souvent les gars luttaient 6, 7, 8 fois par semaine. Parce que probablement que le dimanche ou le samedi, ils faisaient 2 shows. Un après-midi, un en soirée. Donc, ils se promenaient. Fait que l'été était très, très, très rentable pour ça. Maintenant, le modèle d'affaires est complètement différent. Avec la WWE, pendant un bout de temps, ça a été les pay-per-view qui ont été le gang-pain. Maintenant, c'est les droits de télévision avec c'est l'argent que Fox puis USA Network de la WWE. Je veux dire, ils peuvent... T'sais, au moins avec les pay-per-view, tu te dis, OK, si jamais on n'a pas le bon champion, mais pas des bonnes cartes, les gens ne l'achèteront pas, ça va paraître dans les ventes, donc on va faire moins d'argent puis on va changer notre booking. Maintenant, avec les droits télévisuels, je veux dire, il y a une expression en anglais qui dit sont idiot-proof. Je veux dire, ils peuvent rien faire de pas correct parce que même si le produit est pas bon, l'argent est garanti. L'argent est déjà payé, là. Ils sont payés 250 millions, je pense, du côté de Fox, 200 millions, 205 millions du côté du USA Network, plus une coupe d'autres pour NXT, plus le network qui ont été vendus à Peacock. Plus l'argent de Saudi Arabia aussi, là, qui a des bons montants aussi. Oui, l'Arabie Saoudite. Fait tout ça, c'est de l'argent garanti.
Fait que ça n'a aucune importance que le produit soit bon ou pas. Les codes d'écoute vont l'être. Puis là, les codes d'écoute vont faire que l'année d'après, est-ce qu'ils vont quand même vouloir renégocier au même prix? Mais les codes d'écoute de la lutte baissent pas au même rythme que les codes d'écoute générales. Parce que bon, il y a du cord cutting, là, les gens sont de moins en moins devant leur télé, puis plus avec une tablette, un laptop, le cell, bon, peu importe, donc sont moins abonnés au câble. Mais la courbe, elle est moins abrupte pour la lutte que pour le reste. Donc, les codes d'écoute demeurent quand même. Tu sais, quand tu regardes Raw, à la fin de la semaine, ou SmackDown même, ils sont souvent dans le top 10 des émissions les plus écoutées cette journée-là. Ça a une valeur. Donc, la lutte a une valeur parce qu'elle est quand même très écoutée comparativement au reste. Donc, à partir de là, ils vont leur donner de l'argent pareil. Tu sais, tu dis que ça baisse moins vite, mais quand même, quand tu regardes les codes d'écoute depuis 4 ans, on est passé au-dessus de 3 millions à quasiment 1,5 million par semaine. 3 millions, ça commence à faire plus que 4 ans. Là. 3 millions, là, ça fait 5-6 ans, ça n'a pas touché 3 millions. OK. Mais on est passé en dessous de la barre du million plus souvent, par exemple, récemment, là, quand même, de ce que je voyais. Là, Pas la barre du million, pas pour Raw. Raw est jamais en bas d'un million. OK, ouais, c'était plus SmackDown? Non. En fait, ce que tu as peut-être vu, c'est FS1. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un SmackDown à FS1 parce que Fox avait le baseball, je crois. Donc, FS1 est un petit peu moins écouté. Puis bon, comme c'est pas la station habituelle, ben ça fait en sorte que là, oui, ils ont attiré, je pense, un petit peu moins d'un million. Tu sais, Dynamite était beaucoup plus proche cette semaine-là que habituellement par rapport à SmackDown. Par contre, à Raw, ils font, en moyenne, là, la saison de football est toujours plus difficile, mais en moyenne, c'est 1,5, 1,6. Ils ont fait même du 2 millions récemment avec Raw. Oui, depuis le retour de Triple H, a remonté. SmackDown qui monte en flèche aussi avec Sami. Mais c'est une combinaison de plusieurs choses. Oui, il y a l'affaire que les gens écoutent moins le câble, mais il y a aussi eu le produit dans les 5-6 dernières années qui en a pris pour son rhume aussi. Puis 3 heures de Raw, c'est long. Il y a de l'argent. Probablement que ça ira jamais en arrière parce qu'il y a trop d'argent maintenant d'impliquer, surtout que quand USA Network donne 205 millions, mais il donne, considérant ça va être 3 heures de contenu qui va lui donner 1,4 million, 1,5 million en moyenne pour ces 3 heures-là. Fait que oui, il pourrait aller à 2 heures, mais ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui va rentrer aussi. Puis est-ce que USA Network veut ça ou il veut le garder à 3 parce que pour lui, peu importe ce qu'il va mettre dans l'heure qu'il n'y aura plus de lutte, ben, il fera peut-être pas les mêmes codes d'écoute. Fait que, tu sais, en bout de ligne, il y a beaucoup de business en arrière de ça. Ce qui était moins le cas à l'époque. À l'époque où, justement, on faisait juste des tournées, puis c'était le nombre de billets vendus basé sur les stars que tu avais. Donc, fallait comme dirait Régis Lévesque, fallait tu les promotes comme 1000 fois à la télévision pour, justement, être capable ensuite de les amener sur la route, puis que ça soit des attractions, des vedettes. Tu sais, le géant ferré, ben lui, c'était une attraction. T'sais, lui, t'avais pas besoin, t'avais juste besoin de le mettre à la télé, puis tout le monde voulait le voir en personne au moins une fois. Mais à un moment donné, le géant ferré, il fallait que tu fasses attention parce que si tu l'amènes trop souvent, ben là, il perd de son cachet plus spécial. Je veux dire, t'as vu le géant une fois, s'il revient 2 semaines après, mais je l'ai vu il y a 2 semaines. C'est-tu comme le même impact qu'un Louis Cyr à une certaine époque, mettons? C'était comme des bêtes de foire? Ou? Ben, dans un sens, peut-être pas aussi intense, parce que le géant était quand même capable de donner un show. Une tête, tes épaules. Mais en même temps, les deux avaient un côté spécial. Tu sais, on est jeunes, là, tu sais, surtout pour les enfants, là, puis tu veux voir ça, tu te fais compter des contes, là, pour enfants, là, puis il y a un géant, il y a un orgue, il y a pas un orgue, mais un ogre, puis tu sais, tu veux voir ça une fois dans ta vie, tu sais. Louis Cyr, c'était l'homme le plus fort au monde, mais je veux le voir, c'est Hercule, tu sais, c'est toujours les figures mythiques qui vont faire en sorte que tu veux voir ça. Ça touche l'imaginaire, exactement, tu sais, mais sinon, ben, ça prenait des vedettes qui avaient du charisme, ça prenait des gens qui étaient capables de connecter avec la foule. C'est rien de différent d'aujourd'hui, là. Mais les Yvon Robert, les Johnny Rougeau, c'était pas les meilleurs lutteurs au monde. Mais Hulk Hogan n'était pas le meilleur lutteur au monde. The Rock n'était pas le meilleur lutteur au monde non plus. Puis pourtant, c'est des personnes qui ont transcendé leur sport, là, tu sais. Donc, c'est un peu la même chose. Ben oui, les Road Warriors, je sais pas si vous vous rappelez, les Road Warriors, Legion of Doom, ça a été une des plus grosses attractions de lutte internationale dans les années 80.
eux autres, ils ont fait le tour du Québec, puis ça attirait. Là. Ils ont fait le tour du monde, en fait. Ils ont fait le tour du monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont lutté. Montréal a été un des territoires qui sont restés, là, à un moment donné. Ils étaient réguliers au Québec, là. Ils en ont fait des tournées, là. Puis moi, tu sais, j'ai parlé à ben du monde qui était dans les sous-cartes, puis eux autres, ils le voyaient sur la paye. Tu sais, si les Road Warriors étaient sur la carte, en finale, eux autres faisaient plus d'argent que quand c'était deux lutteurs qui attiraient moins, qui étaient en finale. Les Road Warriors, ils ont été très, très, très populaires ici au Québec. Ça fait que c'était un peu la raison pourquoi j'ai pris un gros détour pour répondre à ta question. Mais, c'est intéressant. Mais en même temps, c'est ça. C'est le modèle d'affaires qui est différent, puis qui est basé vraiment sur on veut vendre des billets. À un moment donné, tu peux pas toujours rouler à Montréal. Je vais faire un dernier parallèle, puis je vous redonne la parole. Mais non, vas-y, c'est bon, j'aime ça. Kevin Raphaël a une équipe de hockey qui s'appelle la Force de Montréal. Ouais. Puis je trouve que c'est un peu le même modèle qu'il veut faire. C'est-à-dire que, oui, du hockey féminin, exact. Puis là, il va faire, son match d'ouverture, c'est à Verdun. Ensuite, il roule à Ville-Saint-Laurent. 2 semaines après, il s'en va à Sept-Îles pour 2 matchs. Ensuite, il s'en va à Rimouski. Puis c'est un modèle d'affaires, je trouve, qui ressemble à celui que la lutte faisait à l'époque. C'est-à-dire que tu te promènes, justement, parce que si tu fais toujours des shows à la même place, à un moment donné, tu peux pas juste... Tu peux pas en vendre des billets. NXT, là, NXT, quand c'était à Orlando, la Winter Park, c'était... je veux dire, à un moment donné, ils donnaient des billets à la profusion parce qu'il n'y a plus personne qui achetait des billets parce que c'est toujours au même endroit une fois par semaine, ou en tout cas, c'était pas une fois par semaine à l'époque, mais tu sais, c'est toujours à la même place. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas toujours demander à une crowd très locale de toujours t'encourager à chaque semaine. La Force de Montréal, c'est un peu ça que Kevin fait. Fait qu'en allant à Sept-Îles, ben là, il y a des gens qui seraient pas venus à Montréal pour acheter des billets. Puis là, ils vont en acheter parce que c'est à côté de chez eux. Ensuite, il va aller, mais il reviendra pas là la semaine d'après. Il va aller ailleurs la semaine d'après, tu sais. Donc, c'est un peu un modèle d'affaires qui est similaire. Là, non seulement il développe son équipe de hockey, mais il développe le hockey féminin au Québec en général. En plus. Ben oui, il permet d'avoir... des filles qui performent. Puis... Ben oui, il permet de créer de l'espoir pour toutes les petites filles qui veulent jouer au hockey, qui sont un peu partout au Québec. Tantôt, tu disais que, tu sais... les Rougeaux, c'était pas nécessairement les meilleurs lutteurs, puis Hulk Hogan aussi. J'ai pas dit les Rougeaux, par contre. J'ai dit Yvon Robert. Johnny Rougeau. J'ai dit Johnny Rougeau. Ça, on en a parlé. Pas avoir une autre mise en demeure, c'est assez... C'est Charles qui écoute tous nos podcasts. Non, mais de toute façon, ça reste une opinion quand même. T'as pas dit que c'était un mauvais lutteur. T'as pas dit que c'était vraiment le meilleur. Non, exact. On en a parlé un peu avec Francis, comme quoi on faisait des parallèles entre le théâtre et la lutte. Où c'était des développements de personnages, puis de montrer. Puis je pense que c'est ça, t'as d'être dans le ring, puis t'as l'extérieur du ring, faire ta promo pour développer ton personnage. Là. Fait que je pense qu'il faut que tu sois en premier un bon comédien. Ben, en fait, il faut que tu sois polyvalent. Je pense que la meilleure qualité d'un bon lutteur, c'est d'être polyvalent. Parce que tu peux plus juste, puis en fait, je dis plus, mais ça a toujours été comme ça, mais tu peux pas juste être bon dans un domaine si tu veux être la grosse star. Oui, tu peux, mais veux pas à un moment donné, tu vas pogner ton plafond assez vite, tu vas être un peu plus limité. Il faut que tu sois capable d'être comédien. Puis ça, c'est un aspect de la lutte qu'on a souvent mis de côté parce qu'on le vendait comme un vrai sport. Donc, le côté acting, le côté comédien, ben on le mentionnait pas, mais tabarnouche, ces gars-là pis ces filles-là, là, ce sont des acteurs. Là. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font du cinéma après leur carrière. Oui, ou j'en parle là parce que la nouvelle est sortie, mais Kevin Owens va participer, va avoir un rôle dans une série au Québec. C'est vrai? Ah ouais? La première fois qu'il va avoir un rôle, c'est une série signée Jean-François Rivard qui est derrière Les Invincibles, série noire, c'est comme ça que je t'aime. C'est pour ça qu'il est pas à TV en ce moment? Non. OK. Tout le monde me demande ça, mais non. Et puis, c'est ça. Puis, ça s'appelle Bon Matin Chuck. Et puis, ça va sortir sur Crave. Puis, il y a une belle distribution. Puis, Kevin va être là. Et moi, j'ai assisté à une des journées de tournage. Puis, Kevin, les gens étaient impressionnés de voir à quel point il était à l'aise dans le rôle qu'on lui a donné. Mais les gens réalisent pas, tu sais, je veux dire, il y a le producteur en arrière de la série, c'est un gros fan de lutte, là. Donc, ça vient un peu de là que Kevin est là, mais lui, il savait, tu sais, il sait c'est quoi des lutteurs, il sait c'est quoi la lutte. Ouais. Mais il y a un paquet de monde dans le staff qui, sur l'équipe, qui comprenait pas cet aspect-là, que crime, tu sais, Kevin, il joue un rôle à chaque semaine à la télévision depuis qu'il est à WWE, tu sais.
Fait que lui, après ça, jouer un rôle différent, ben, je veux dire, c'est quand même jouer un rôle. C'est sûr, il a pas fait le conservatoire ou l'école de théâtre, tu sais, il a rien fait de ça, mais c'est quand même un acteur dans ce qu'il fait. Fait qu'après ça, tu transposes ça dans un autre rôle, puis c'est sûr qu'il va être capable de bien se débrouiller. Puis c'est un peu ça que les gens, des fois, mettent de côté, c'est le côté acting. Mais en plus, il faut que tu sois capable de t'exprimer au micro. Il faut que tu sois capable d'aller chercher les gens. C'est pas juste de parler. Parler au micro, c'est une chose. Dire des choses, c'en est une autre. Mais être capable de connecter avec la foule, c'est là, c'est 100 000 payant. personnes, des fois, là, tu sais. C'est Ben, fucked up, là. Plus que ça, des millions de personnes. Parce qu'il faut pas juste que tu connectes pour les 15 000 qui sont dans la salle. Faut que tu connectes pour les millions qui sont à la télévision. C'est un show de télé, là. Faut pas... Tu sais, souvent, là, on tripe sur la réaction que la foule a live quand on écoute la lutte à la télé, mais on oublie que, il y a pas juste nous autres devant notre écran de télévision. Donc, gang, là, il faut qu'ils soient capables d'aller chercher les gens autant à la télé que dans la foule pour créer un moment, tu sais, live. C'est des acrobates, c'est des artistes, c'est des cascadeurs. Tu sais, il y a tout cet aspect-là qu'on a tellement mis de côté pendant des années. Puis je pense que c'est ça qui est le fun maintenant, depuis quelques années, c'est qu'on vend la lutte pour ce qu'elle est. Et on la comprend mieux. Moi, il y a 15 ans, là, j'étais gêné quasiment de dire que je tripais lutte puis que j'étais impliqué dans des fédérations de lutte au Québec. On sortait des bars avec des amis, là, puis vous êtes rencontrés où? Puis on partait à rire parce qu'on s'était rencontrés à la lutte puis on voulait pas le dire. Là, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux dire, bon, OK, j'anime ma télé, j'ai écrit des livres, ça change un peu la façon, mais en même temps, la lutte aussi, les gens voient plus ça de la même façon. Il y a 20 ans, là, Jean-Né Dufort riait de la lutte dans un reportage à Radio-Canada, puis faisait passer les lutteurs pour des personnes avec pas beaucoup d'éducation, qui faisaient juste se taper sa gueule. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on voit des choses beaucoup plus... tu sais, moi, les questions genre, c'est-tu arrangé? Un coup de chaise, c'est-tu vrai? Ça fait-tu mal? Moi, je veux plus les entendre, ces questions-là. On devrait être ailleurs maintenant. Mais on commence à l'être, justement. Puis ça, je trouve ça rafraîchissant. Puis ça permet aussi aux gens de voir la lutte sous un autre angle. Et pas juste voir ça comme étant « Ah, ben oui, mais c'est sûr, là, c'est du fake. » Ouais, non, mais le cinéma aussi, là. N'importe quel show de télé, là, à ce compte-là. Fait que, tu sais, pourquoi la lutte est différente? Parce qu'on l'a vendu comme un sport pendant longtemps. OK, fine. À un moment donné, il faudra en revenir. Là. Ça fait 30 ans. C'est plus de même. Là. Ça fait 30 ans. Parce que tout le monde l'accepte maintenant que c'est fake, entre guillemets, puis que c'est un show, puis qu'on fonce là-dedans, on embarque dans l'histoire. Ben oui, mais il fallait que les gens passent par-dessus ça pour ensuite apprécier les prestations qu'ils voient. Là, ils se rendent plus compte que, OK, c'est des athlètes. Les gars, il faut qu'ils soient en forme, il faut qu'ils soient entraînés. Je veux dire, ben, hey, moi, là, je veux dire, c'est bien beau, là, tu sais, je me claque la gueule, je parle, j'anime, j'écris, mais je ne monterai jamais sur un troisième quart pour faire un flip par en avant, puis tomber sur le dos. T'as-tu lutté toi-même, Pat? T'as-tu lutté? Ah, boy. Ils font quand même leur move. Là, assez pour savoir si c'était pas fait pour moi. J'en ai fait 7-8 combats. Et moi, à partir du moment que ma tête est en bas puis mes pieds dans les airs, je perds le sens de la réalité. Je sais pas où je suis. Oh shit. Et donc ça, c'est dangereux parce que moi, une fois, je m'étais fait faire une souplesse par un lutteur local du nom de Lutte Géproux qui a lutté un petit peu pour Lutte internationale dans les années 80 puis qui a ouvert la première promotion de lutte indépendante au Québec en 90, la ICW. Puis c'est un lutteur d'expérience. Je suis safe avec lui puis il a cette réputation-là d'être super safe. Il me fait une souplesse. Moi, ma tête est en bas. Je sais plus où ce que je suis. Et là, il vient pour me redescendre et j'ai le réflexe de mettre mon bras pour arrêter ma chute. Si mon bras est là, puis il me tombe, là, je sais, mon coude, il plie juste d'un bord, il n'aurait pas plié de ce bord-là. Il a vu ça, puis à la dernière seconde, il a coupé mon bras, juste pour pas que je me le pète, puis là, il a fini le move. Mais après ça, j'ai comme fait, OK, ça, faut plus que ça arrive, parce que là, lui, il l'a vu, puis lui, il m'a sauvé, là, mais quelqu'un d'autre le fera peut-être pas ou le verra peut-être pas. Fait que depuis ce temps-là, je prends des sidewalk slams.
Moi, c'est à l'horizontale. Si je reste à l'horizontale, je suis correct. C'était quoi ton nom de lutteur? Big Sexy. Big Sexy. Ah ouais, c'était un hommage à Kevin Nash? J'étais le plus gros fan de Kevin Nash. Moi, je travaillais dans un Burger King à l'époque, dans le centre-ville. Puis j'étais comme coordonnateur. Là, c'est le premier stade de gérant, si tu veux. Puis je rentrais sur le plancher, mettons, à 2h l'après-midi. Mon chef commençait à 3. Puis j'ai juste rentré. Puis je savais qu'il y avait des fans de lutte dans l'équipe. J'étais le Big Sexy in the house. Fait que quand j'ai commencé à écrire sur... moi, j'ai commencé en lutte au Québec avec un site qui s'appelait attitudeqc.com, qui était un de mes amis de l'université qui avait parti ça. Puis... j'écrivais des chroniques. Fait qu'on avait tout un nom. Lui, c'était Big Show parce qu'il était grand puis assez corpulent. Fait que moi, tout de suite, j'ai dit, là, ça va être Big Sexy. Mais quand j'ai commencé, au même moment, j'ai commencé à m'impliquer dans la lutte au Québec. Fait que, veux pas, on y allait avec les noms qu'on avait sur les sites web pour lesquels on écrivait. Ah ouais. Fait que lui, il était connu comme Big Show. Moi, j'étais Big Sexy. Fait qu'on a tous les deux commencé en même temps. On a eu un rôle à la Fédération de lutte québécoise, la FLQ de Paul Leduc. Puis, j'ai été Big Sexy pendant longtemps. Il y a encore du monde qui vont me voir, qui vont dire « Hey, Sexy, comment ça va? » C'est pas mon look, là. C'est vraiment à cause de Big Sexy, tu sais. Fait que ça a pris un certain temps avant de s'habituer à Pat Laprade, mettons. Kevin Raphaël, y a-tu le droit de t'appeler Big Sexy à TVA? Kevin Raphaël, quand je l'ai connu, son premier nom d'handle Twitter, c'était Big Sexy 21. Ah ouais? Puis moi, je m'appelais Big Sexy. J'ai dit, OK, on est fait pour travailler ensemble. Lui, il l'a changé depuis pour Kevin Raphaël 21, là, mais fait que je pense qu'on a déjà parlé d'affaires de Big Sexy, lui et moi, mais non, il y a... Faut qu'ils appellent communément Big Sexy. Oui, exact. C'était un peu drôle, ouais. Ah, mais Kevin Nash, j'étais juste un fan. Tu l'as-tu rencontré? Oui, une fois, dans mon plus jeune temps, on allait des fois à l'aéroport pour prendre des photos avec les lutteurs parce qu'on savait quand ils arrivaient. Puis dans le stationnement de l'aéroport à Dorval, lui puis Shawn Michaels avait pris un bump sur le ventre de mon ami que je disais qu'on l'appelait Big Show. Là. Il a pris un bump, vraiment. Là. Il est venu pour prendre la photo, puis il a bumpé sur son ventre. Il dit « Oh! » On est tous partis à rire. Mais ouais, j'ai rencontré Kevin Nash là, mais jamais dans des capacités professionnelles. J'ai jamais interviewé ou rien de ça, malheureusement. C'est qui les gros lutteurs que tu as interviewés? Je l'ai rencontré aussi mais au Comic-Con à Montréal. Okay. C'est vrai, je viens de penser. Là. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être un petit peu plus jasé là, mais pas d'entrevue comme telle. Qu'est-ce que tu me disais? Y a-tu d'autres lutteurs de même que tu as rencontrés et que t'es comme ah shit, ça c'est hot? J'ai rencontré The Rock à l'aéroport aussi. Okay. Il avait sa petite casquette. Pour passer incognito, parce que même ça marche à Hollywood. Ouais. J'ai rencontré pas mal. J'ai rencontré pas mal tout le monde. Je veux dire, Hogan, je l'ai interviewé. Mais la fois où j'ai vraiment tripé, là, parce que il y a une chose d'aller à l'aéroport puis de demander un autographe ou de prendre une photo quand t'es fan. Il y a une autre chose d'être à la même table que ces vedettes-là, puis être accepté comme one of the boys. Puis ça, je l'ai réalisé à un moment donné. J'avais commencé à écrire mes livres. Mon nom commençait à sortir, puis aussi aux États-Unis. J'avais fait bien des podcasts, des affaires avec Meltzer, puis Mike Johnson, puis Greg Oliver, puis John Pollock, puis tous ces gars-là. Puis j'étais à Waterloo, en Iowa. Vous irez jamais il n'y a rien à faire à Waterloo en Iowa. Là. En fait, ça ressemble un peu. J'ai eu un commentaire hier, je disais à Francis, je me croirais à Waterloo ici, parce qu'il y a comme une rue avec tout ce qui se passe tout sur une même rue. Puis ensuite, il y a comme un pont. Tu passes par-dessus une rivière, puis il y a comme un bar l'autre bord du pont. Puis c'était exactement la même chose ici. on est parti d'une rue, on a traversé le pont pour aller au Queen. Queen, exact. Le Chic Queen. Le Chic Queen. C'est marqué casse-croûte, par contre. Il y a les deux. Non, il y a les deux, OK. Le jour, c'est casse-croûte. Ah, OK. Tu vois, ça, je connaissais pas la nuance. Mais bref, ça m'a fait penser à Waterloo. Et... je suis là parce qu'il y a un temple à la renommée de la lutte à Waterloo, en Iowa, qui est vraiment une de mes places préférées au monde. C'est un temple à la renommée, là, c'est à pignon sur rue, là. Puis il y a une partie lutte professionnelle, une partie MMA, une partie lutte amateur. C'est puis il y a une grosse partie archive également. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, genre des résultats de combat. Moi, j'ai fait des recherches là pour un de mes livres à un moment donné parce qu'il y avait vraiment une super belle bibliothèque avec de l'information en masse. Puis une cérémonie de temple de la renommée là également. Puis à un moment donné, on est là, je sais pas si vous vous rappelez Darda O'Carl, Carl Edwards à WWE, il faisait des entrevues, il faisait le segment canadien aussi à un moment donné. C'est un gars de Toronto. Il travaille maintenant pour ESPN. Puis
on est là, puis on s'en va. Écoute, il y a un bar, c'est le bar de l'hôtel où on reste, qui est connecté avec le centre le genre de palais des congrès de Waterloo. Puis le promoteur du Temple de Renommée, ou en fait le dirigeant, il nous dit « Hey, il dit, venez vous asseoir avec nous autres. » Fait qu'à la table, il y a Jim Ross, il y a Jerry Briscoe, il y a JBL. Lui, il nous assoit à cette table-là. C'est tous des gens qu'on a salués, tu sais, parce que je commençais à faire le tour des conventions. Fait, c'était des gens que j'avais côtoyés un peu. Mais jamais, tu sais, au point de m'asseoir là puis jaser avec eux autres. Puis là, le gars, il est parti, fait qu'il nous a laissé là. On commençait à jaser, tu sais, puis moi puis Arda, on avait à peu près le même parcours, tu sais, on était à peu près au même niveau à ce moment-là, puis mais c'était vraiment cool parce que tu sais, toi, dans ta tête, tu dis, OK, faut pas que je marque, là. Tu sais, je veux dire, faut que j'agisse, tu sais. Je veux dire, c'est des êtres humains comme toi puis moi, là. Puis, ben là, ils payaient une tournée de bière, on payait une tournée, tu sais, tout le monde payait, tu sais, tout le monde était, là, à un moment donné, ils nous ont parlé, tu sais, mettons, on venait du Canada, fait que, ouais, blablabla, tel lutteur commençait à parler. JBL était drôle parce que JBL, il disait, OK, là, il racontait une histoire, puis il dit, don't put that on the internet. Mais là, à un moment donné, après 4 fois, Jerry Briscoe l'a regardé, il dit, hey, il dit, je pense qu'ils savent de pas mettre ça sur Internet, là, tu sais. Puis ensuite, on a joué un prank à JBL. Qui est reconnu comme un prankster assez fort. Ouais. Ben, on a joué un prank parce qu'il est comme parti, puis il commençait à être un peu moins, un peu plus croche. Puis il est parti à un moment donné, puis il a laissé son sel. Là, Jerry Briscoe, il regarde Arda au cal, puis il dit, hey Arda, il prend son téléphone, puis il dit, mets quelque chose sur Twitter. Il dit, je mets quoi sur Twitter? Il dit, je sais pas, dis que, là, je vous parle, je vous mette en contexte parce que je sais où je m'en vais, moi, là. On est à peu près 2013-2014, OK? Ouais. Puis là, il dit, dis qu'il est content, là, parce que là, il sort du placard, là. Fait qu'il s'en va écrire ça sur Twitter, puis là, il fait scène. Là, JBL revient, puis il voit des messages, mais il comprend comme pas. Il s'en retourne. Là, Jerry Briscoe me regarde moi, il dit Pat, il dit c'est à ton tour. Et là, moi, je suis un peu plus wise, là. Je dis ouais, mais attends une minute, là. Je comprends ce que tu fais là. Je dis je vais l'écrire le texte, mais c'est toi qui vas peser sur send. C'est pas vrai que moi, je vais prendre le blâme tout seul. Comme ça, une autre réputation de JBL, il a aussi un pas très bon caractère, là. Fait que ben c'est ça. Fait que je veux que ça vienne de Jerry Briscoe, tu comprends? Ouais. Fait que Briscoe pèse sur scène. C'est un tweet un peu similaire à celui qu'Arda a fait. Et là, JBL regarde ça, puis là, à un moment donné, il réalise, parce que là, il y a plein de monde qui le félicite, plein de monde qui sont contents pour lui. Et là, il regarde ça, puis il comprend pas ce qui se passe. Puis il dit, « Guys, I think I've been hacked. » Il pense qu'il a été hacké. Et là, c'est le lendemain sur Twitter, il a marqué « Sorry guys, c'est désolé pour hier, j'ai pas été hacked, I was Briscoe. » Mais depuis ce temps-là, tu vois, l'année d'après, JR puis Jerry Briscoe étaient à une table à Waterloo. Je suis arrivé au bar, puis j'ai juste été m'asseoir avec eux autres. Là. C'était même plus une question de « Je peux-tu m'asseoir avec vous autres? » C'était « Hey, salut les boys, je me suis assis, on a pris une bière, on a jasé. » Fait que tu sais, ça, je trouve ça encore plus cool que de rencontrer, mettons, une vedette dans un aéroport ou dans une signature d'autographe. Je trouve ça encore plus cool juste d'être respecté puis d'être, tu sais, je sais, j'ai pas la carrière que Jim Ross a eu, mais non, juste de savoir juste de savoir que, tu vois, pour moi ça c'est une reconnaissance, tu sais, puis ensuite ça a fait que j'ai fait 2 fois le podcast à JR. Ça a fait JR, il m'a souvent compris, tu sais, il a eu mon livre sur le géant, il m'a envoyé un courriel pour me dire que, tu sais, il pensait en savoir sur le géant, mais c'était rien après avoir lu mon livre, tu sais. On a cette belle, tu sais, relation-là. Jerry Briscoe, Kevin Raphael a même été témoin de ça. J'étais à New York en 2019 pour WrestleMania, il m'a vu puis il m'a sauté dans les bras, hug et tout. Tu sais, j'ai pu développer des liens avec ces gens-là, mais des liens pas fan versus star. Tu sais, c'était des liens de on est 2 personnes à business, là. T'sais. Fait que ça, je trouve ça encore plus cool que n'importe quoi d'autre. Ah, parce que tu sais, ton nom, il circule pas mal. Tu as travaillé avec le HBO pour le documentaire sur le géant. Tu as été contacté pour les Dark Side of the Ring quand on parlait de Dino Bravo puis les gens plus au Québec. Ouais. Fait que tu sais, comment tu te sens, toi, d'être reconnu comme ça partout dans le monde pour ce qui est de la lutte au Québec puis du... Ben, c'est sûr que c'est valorisant, c'est flatteur, tu sais, de savoir qu'un gars comme Ariel Helwani, qui est un des plus grands journalistes qui a couvert le MMA, ben, c'est lui qui m'a recommandé à HBO
pour le documentaire du géant. Puis Ariel et moi, on suit sur le réseau, puis c'était tout. Là. On s'était jamais rencontrés avant cette année à WrestleMania. Donc, tu sais, de savoir que tu as des personnes comme ça qui savent t'es qui. Tu sais, puis des fois, j'ai l'impression d'avoir encore un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est comme, je réalise peut-être pas tout le temps à quel point, tu sais, il y a des gens qui vont me connaître pour ce que je fais, puis parce que bon, je fais pas ça à temps plein, ça demeure de la lutte principalement. Je disais oui, là, j'ai sorti un livre sur le hockey, puis bon, je fais un petit peu plus, mais je suis à la base, tu sais, le gars de lutte, là, ou la référence de la lutte, peu importe, tu sais, comment les gens le disent, mais, tu sais, parenthèse, j'étais au lancement du livre de Claude Raymond à Montréal, puis je vois Denis Coderre, puis moi, juste aller me présenter à Denis, puis il m'a même pas laissé finir. Il dit, voyons, je te connais, Pat, là. mais moi, je ne sais pas, Denis Coderre me connaît. Non, mais c'est ça l'affaire. Non, je ne l'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais parlé. Mais là, il me coupe, il dit, ben, je sais t'es qui, Pat. OK, ben, merci, mais je ne sais pas, moi, tu sais que je suis qui. Tu sais, Denis Coderre rentre, il n'y a pas besoin de se présenter, tu comprends? Non. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore un peu ce sentiment-là de, ben, non, tu sais, je veux dire, je me la joue pas, là. Je vais me présenter parce que, je veux dire, je sais pas, là, qui me connaît. Pour moi, là, tu sais, j'anime de la lutte. Là. C'est pas nécessairement l'émission qui fait 1 million de codes d'écoute les dimanches soirs. Là, tu comprends? Ouais. Donc, c'est autre chose. J'ai pas 500 000 abonnés sur Insta. Là, je veux dire, c'est pas ça. Fait que, mais c'est sûr que c'est valorisant, puis c'est vraiment cool. Puis, tu sais, ça s'est fait petit à petit. Tu sais, il y a des gens qui ont été là dès le début. Tu sais, je parlais avec Greg Oliver. Parce que c'est sûr que en anglais, c'est vraiment aux États-Unis, puis au Canada anglais, c'est vraiment les trucs que j'ai fait en anglais qui m'ont plus fait. Ça, t'as percé à l'international avant de percer au Québec, finalement. Dans un certain sens, mon livre sur l'histoire de la lutte au Québec avec Bertrand Hébert, on a dû l'écrire en anglais parce qu'il n'y a pas une maison d'édition au Québec qui voulait nous publier. On l'a sorti en février 2013, puis là, ils ont vu que ça avait marché, puis là, Libre Expression nous a contactés pour avoir la version française. Mais, fait que dans un sens, oui, tu sais, je faisais des Dave Meltzer parlait de moi dans ses newsletters, quand il a réalisé que j'existais, puis j'étais capable de donner de l'information. C'est Édouard Carpentier, quand il est décédé, c'est vraiment là que ça a commencé, je trouve, pour moi, parce que j'avais fait une couple de trucs pour Greg Oliver sur Slam Wrestling, mais Dave, dans sa biographie de Carpentier, ben c'est moi qui lui avais fourni la majorité de l'information, et il m'avait nommé, puis il avait dit, bon, tu sais, thanks to wrestling historian Pat Laprade. Ben là, OK, mais Quebec Wrestling Historian, là, je disais, moi, je m'auto-proclamais historien de la lutte au Québec, puis je me faisais ramasser au Québec. Ah ouais? Voyons, t'as étudié dans quoi pour te dire historien, puis tu sais, qu'est-ce qui dit là, Laprade, là, tu sais, qui a la tête plus grosse, on n'importe. Hey! Mais là, quand c'est Dave Meltzer qui le dit, tu fais comme, ah ouais, OK, j'avais pas vu ça de même, tu sais. Fait que Carpentier, Édouard, par son décès, m'a ouvert aussi, mais des portes aussi au Québec, parce que là, j'ai commencé à faire mes premières entrevues télévisées. Tu sais, j'ai fait le bulletin de 20h à LCN en direct, tu sais, j'ai jamais fait de direct de ma vie, là. Donc, c'est petit à petit, tu sais, puis là, ben, une chose en amène une autre. Puis là, ben, Dave a commencé à, par exemple, me faire voter pour son Hall of Fame. Puis là, ben, il m'a reçu sur son podcast. Puis, fait que, tu sais, un gars comme Dave, tu sais, il m'a adopté très, très, très rapidement. Puis Greg Oliver était un peu comme un mentor aussi, tu sais, avec les articles que je publiais sur Slam, ben, c'est sûr, ça avait une meilleure couverture parce que là, ben, les gens, les anglophones pouvaient lire ce que j'écrivais. Là, c'était pas juste en français. J'écrivais à l'époque sur rds.ca, mais ça demeurait plus local, ça. À partir de quel moment tu as commencé à faire de la recherche sur la lutte, à dire, moi, je veux pousser ce qui était probablement une passion à la base, puis un simple hobby, un loisir? Quand c'est que c'est devenu de dire, moi, je veux pousser ça? Là, quand j'ai commencé à travailler sur mon premier livre, sur l'histoire de la lutte au Québec, moi, je faisais des almanachs sur la lutte au Québec. Donc, ce que je faisais, c'est que une fois par année, je sortais un petit magazine, un peu comme les Pro Wrestling Illustrated avaient fait, qui résumait l'année au Québec. Donc, les grandes nouvelles, les listes de champions, les changements de titres. C'est là que j'ai commencé le temple de la renommée de la lutte au Québec. Je faisais les prix de l'année. 2 choses que je continue encore aujourd'hui. Puis,
j'allais vendre l'almanach de fédération en fédération au Québec. C'était bilingue, français-anglais. Fait que j'allais même à CZW le vendre à Philadelphie ou à Toronto le vendre. Comme un fanzine, mettons? Comme un fanzine, ouais, mais j'appelais ça l'almanach, parce que le mot almanach veut dire plus, on parle d'almanach qu'on fait un résumé d'une année, là, Fait que c'était ça d'épais, là. C'était pas tellement épais, mais ça se vendait bien. Puis, sur 4 ans, j'ai dû en vendre à peu près 2000, c'était à peu près 500 par année. Puis ça me faisait voir dans les différentes promotions au Québec. Je faisais le tour, les promotions étaient contentes de faire parler d'eux là-dedans. Et puis, pour le 5e anniversaire, je voulais faire une édition spéciale avec le top 25 des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. J'ai envoyé des bulletins de vote à un paquet de monde, là, des anciens journalistes, des anciens lutteurs, un paquet de monde. Puis là, j'avais commencé j'avais un système de points pour déterminer qui était premier, etc. Et là, il restait à écrire les biographies. Fait qu'à un moment donné, je vois qu'il y a un gars qui est publiciste pour la IWS, l'Accor, Michael Ryan, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui avait fait qui avait écrit quelque chose sur Keller Kowalski. Kowalski venait de décéder. On est en 2009, là, je pense. Puis Kowalski vient de décéder, puis j'étais comme... C'était intéressant. Je savais pas qu'il y avait ce côté historique-là de lutte. Je pensais qu'il suivait juste la lutte courante, mais pas l'histoire. Puis là, je me suis dit, hey, ça te tente-tu d'écrire ça avec moi? Parce que là, 25 biographies, français, anglais, c'est quand même du stock. Ouais, c'est quand même. Puis là, lui, il m'a proposé à la place, il dit, pourquoi on fait pas quelque chose de plus? Pourquoi on raconte pas en plus il appelait ça des side stories? Il dit, on fait pas des side stories. Mettons qu'on parle de Jacques Rougeau. Ou de Raymond Rougeau. Mais pourquoi, à côté, on fait pas une histoire sur quand ils ont gagné les titres contre la Heart Foundation en 87 au Forum de Montréal, puis que le changement de titre n'a jamais été reconnu? Si on parle d'un autre lutteur, pourquoi on fait pas un side story sur quelque chose? Ah, OK, c'est intéressant. Puis là, il dit, on pourrait aussi interviewer les lutteurs pour essayer d'avoir de la nouvelle information. Ah ben oui, c'est pas fou. Fait qu'on a commencé à interviewer les lutteurs, puis là, à un moment donné, tu finis par te rendre compte que une base d'un livre sur l'histoire de la lutte. Là. Et là, lui, malheureusement, il a fallu qu'il quitte le projet. C'est là que Bertrand Hébert est arrivé dans le décor. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à faire plus de recherches parce qu'il fallait que je sache. Là, je suis pour faire un livre sur l'histoire de la lutte. On va faire des recherches. Fait les archives nationales, je les ai à Montréal. Là, j'ai été là souvent parce qu'il y avait moins de trucs en ligne qu'il y en a aujourd'hui. Ouais. Les recherches se faisaient pas aussi facilement. Quand j'avais mon livre sur Butch Bouchard, le dernier, je me suis rendu compte de la différence entre les deux. Là, il y a 10 ans, là, tu pouvais pas juste rentrer un nom puis les résultats sortaient. Il y avait très, très peu de journaux numérisés de cette façon-là. Il y avait des journaux numérisés, tu pouvais pas faire de recherche dedans. Fait qu'il fallait que tu fasses des recherches, tu allais chercher les dates. En tout cas, c'était plus compliqué. Ouais. Puis c'est pas mal là que j'ai commencé à faire un peu plus de recherche. Puis là, je me suis rendu compte que, il n'y a pas personne qui avait fait ça, là, ou en tout cas jamais de façon aussi exhaustive. Puis que les gens racontaient n'importe quoi. Ils se basaient sur d'autres gens qui n'avaient pas fait de recherche. Sur le mythe, sur la légende, sur les discussions de bouche à oreille, mais qui évoluent, là, qui changent. Là, avec, Pour vrai, je regarde mon livre sur l'histoire de la lutte au Québec, puis il y a un paquet de choses à changer. Là. Mais je suis à l'aise avec ça, parce qu'un livre sur l'histoire de la lutte, ça fait 10 ans. J'étais pas aussi outillé qu'aujourd'hui pour mes recherches. J'étais pas aussi connaisseur que je le suis aujourd'hui. On a su des choses par la suite, parce qu'à un moment donné, quand tu fais des recherches sur un lutteur, comme Mad Dog Vachon, puis là, tu creuses juste sur un lutteur, à un moment donné, tu trouves un paquet de choses que tu savais pas quand tu faisais un livre où il fallait t'écrire 100 biographies. Là. Ouais. Tu vas pas aussi en profondeur, mais là, en allant en profondeur, tu découvres des choses qui ont un impact sur des choses que tu as dit dans l'autre livre d'avant. Là. Et pour vrai, je regarde ce livre-là, je me dis, j'ai un fichier avec tout ce qu'il faudrait changer. Puis éventuellement, je sais pas, au 15e, 20e anniversaire, peu importe, là, quand ça sera le temps, on fera peut-être une autre édition. Puis bon, on pourra mentionner Kevin Owens. Le nom Kevin Owens n'existait pas là, quand j'ai écrit ce livre-là. Là. Ouais. Sami Zayn venait d'avoir son nom. Là, en anglais, il l'a pas. En français, oui, parce qu'il est sorti plus tard dans l'année, mais en février 2013, Sami Zayn n'existait pas encore. Fait que tu sais, on dirait que c'est une autre époque, là. Mais je suis à l'aise avec ça parce qu'un livre historique, pour moi, c'est une photo du moment où tu as écrit ce livre-là avec l'information que tu avais. Je peux pas, je veux dire, Pluton a déjà été une planète.
C'est ça. Fait que je veux dire, là, ça l'est plus. Ouais. Mais je veux dire, moi, j'ai grandi en me faisant dire que Pluton, c'est une planète. Fait que je veux dire, puis tu peux pas blâmer les professeurs de l'époque, là. C'était une planète. Fait que moi, le livre avec Bertrand, ben, on l'a écrit avec l'information qu'on avait au moment où on l'a écrit. Là, si on a eu de la nouvelle information 2 ans après, ben, c'est 2 ans après qu'on a eu cette information-là. Fait que, c'est grâce à ces recherches-là provisoires qui permettent d'aller plus loin encore puis d'avoir plus d'infos. Ben oui. Puis y a-tu eu des gens qui t'ont contacté suite à avoir lu le livre puis on disait, hey, telle info. Ah, ben oui. Ouais. Plein de monde, si tu savais. Souvent des familles, des lutteurs. Tu sais, des lutteurs décédés. Ouais, ça, t'as dit ça, là, mais je pas sûr que c'est arrivé de même, ou j'ai un complément d'infos, j'ai ci, j'ai ça. Ben oui, ça arrive régulièrement, que ce soit pour un des livres ou que ce soit pour des articles que je vais écrire. Tu sais, j'ai écrit un article récemment où j'avais fait une émission, Aujourd'hui c'est l'histoire à la radio de Radio-Can, puis c'était sur Carpentier. Puis il y a quelqu'un dans sa famille, je savais même pas qu'il y avait une famille ici, mais en fait c'était la famille de son épouse. Qui m'a contacté pour me dire qu'il y a des affaires que j'ai racontées là-dedans qui, semble-t-il, étaient pas tout à fait vraies. Mais pas de problème. On va s'asseoir, on va se parler. Puis je veux la savoir, la vraie histoire. Moi, mon but, c'est pas de raconter des bobards. Là. Mon but, c'est de raconter la vérité. Mais si je la sais pas ou si je la sais à 90%, ben pas de problème. Si toi, tu as le 10% qui me manque, je suis plus couvert à ça. T'as-tu eu des gens qui étaient en maudit après toi pour des affaires que t'as racontées ou des affaires que t'as dit? Mettons, jeter mon livre dans une poubelle, ça compterait-tu pour être en maudit? Quand même, je pense que oui. C'est monde qui est pas content minimum. Parlons de Bret Hart. On est au Comic-Con de Montréal. OK. Et Bret Hart, on lui avait donné une copie de notre livre. T'as eu un kick là-dessus, hein? Ça me ferait que ça soit un Bret Hart en plus. Ouais, exact. Moi, t'en as avoir de la hate avec quelqu'un, je veux dire, non, pas de la hate avec un fan, de la hate avec Bret Hart. T'as ton propre screw job. Exact. Bret Hart, on lui avait donné un livre au New Jersey, c'était WrestleMania 29. On avait vendu notre livre à WrestleCon, puis on lui avait donné une copie. On le voit à Montréal ça c'est 2013, parce qu'on le voit à Montréal en 2014 au Comic-Con. Fait que je vais voir Bret, je dis, je sais pas si tu te rappelles de nous, on a écrit un livre sur la lutte au Québec, on en avait donné une copie. Il dit oui, mais il dit, mon handler est parti avec. Fait que je l'ai jamais eu, je l'ai jamais ramené chez moi. OK, tu veux-tu en avoir une autre copie? Ben, ça me dérange pas, ben oui, absolument. On lui donne une copie. On avait la table en face, donc il y avait un large couloir entre notre table à nous, où on vendait nos livres, puis Bret, et à un moment donné, je le vois, durant l'après-midi, dès qu'il y avait un moment mort, il ouvrait, puis il lisait des pages, puis tout ça. À la fin de la journée, il prend le livre, puis là, c'est la fin, là, fait qu'il se lève, puis là, je le vois, là, je le revois encore, je t'en parle, je le revois encore. Il prend le livre, et il n'y a pas de mauvaise façon de dire ça, là, il le calisse dans une poubelle. Et là, moi puis Bertrand, on voit ça, on est comme, ben, qu'est-ce que c'est ça? Mais son handler, c'était un gars que je connais, en fait, c'est drôle, c'est le booker de la NSPW, c'est Michael Bisson, Michael Style, qui est là, et c'est lui son handler, puis là, je texte Michael, je suis comme, peux-tu essayer de me trouver pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui l'a triggered, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Fait qu'il a parlé un peu. Et je dis, puis en même temps, je dis, t'es capable de le sortir de la poubelle. Il n'y avait rien dans la poubelle, j'étais content. Ouais, c'est ça. Je l'ai revendu, ce livre-là, crée-moi. Mais. T'avais vendu plus cher, moi. Non, pas plus cher, mais au moins, je ne l'ai pas perdu. Puis là. C'est le livre que Bret Hart a jeté dans les poubelles. Moi, dans ma tête, c'est le Screwjob qu'il n'a pas aimé. OK. Ben non, c'était pas ça. C'était l'histoire entre Jacques Rougeau et dans la Mike Kid. L'histoire où Jacques Rougeau vous connaissez pas cette histoire? Ouais, moi je la connais parce que ça passait à Darkside. Ils sont battus backstage. Dans le Mike Kid, il était un bully, puis il faisait des pranks à tout le monde, puis à un moment donné, il a fait un prank au Rougeau. En tout cas, il a fait plus qu'un prank. Là. Il a donné une volée à Jacques backstage. Puis là, Jacques s'est revengé avec un rouleau de 25 sous, puis il a pété à la gueule backstage. Puis ça a cassé Dynamite. Dynamite n'a plus jamais été la même personne. Ouais. C'est une des bagarres backstage les plus connues de l'histoire de la WWE. Et on en parle, puis là, c'est cette histoire-là qui dit qu'on la raconte pas de la bonne façon. Fait que Bert et moi, on s'en retourne chez moi après. Première chose qu'on fait. Ah oui, il disait que Bret avait ajouté aussi que dans son livre, il racontait la bonne version. Fait que première chose qu'on fait en arrivant chez nous, on prend un livre à Bret, on garde et on lit.
Puis Colin, c'est grosso modo la même chose qu'on dit, là, toi et deux. Là. Je veux dire, il n'y a pas de différence majeure. Tu sais, oui, mais des petites différences à gauche, à droite, là. Mais bon, de savoir que le gars il est arrivé de la gauche ou de la droite, on s'en fout, là. Ouais. Et là, on fait comme, mais pourquoi de bord il a fait ça? Tu sais, pourquoi pas juste venir nous voir? Dire, hey les gars, j'ai lu ce passage-là. Il y a peut-être des choses que vous savez pas ou des choses à raconter pas de la bonne façon. Voulez-vous avoir ma version? Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait fait? Bret Hart te demande, ben oui, vas-y. on va prendre des notes, on va se dire. Mais non, il a jeté le livre dans les poubelles. Et plus tard, des mois plus tard, je reçois un tweet à un moment donné d'un fan qui disait, hey Pat, j'ai fait signer ton livre par Bret Hart. Et voici ce qu'il a écrit. Et je vous jure, c'est marqué A Book of Lies, Bret the Hitman Hart. Ben, un livre de mensonges, Bret the Hitman Hart. Fait qu'il est resté amer. Il est resté amer de ça. Il est en furie contre un livre. Alors, moi, depuis ce moment-là, j'ai toujours respecté le lutteur qui était Bret Hart. Puis c'est sûr, l'être humain, j'ai un peu plus de misère. Ouais, je comprends. Exact. Mais ça te tente pas d'essayer de le contacter pour en savoir plus? Ou non. Je l'ai interviewé en plus tard, parce que quand il avait fait son retour à Montréal, il a fait un retour à Raw, là. Ouais, avec Shawn Michaels dans le ring. Puis je l'avais interviewé pour Slam Wrestling. Puis je savais que mon nom, il dirait peut-être juste le nom. Il a fallu que je le mette en contexte. Je l'ai pas mis en contexte. J'ai fait ma job, j'ai été professionnel. Mais c'est ça. Ben non, j'ai jamais voulu. C'est quand même comme moment de leur... dans la tête. Puis, Ben, je veux dire, tu t'attends pas à ce que Bret Hart jette ton livre dans une poubelle, tu sais. Je veux dire, c'est... c'est peut-être un moment bien émotionnel pour lui quand il était le backstage. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont été amers de la présence ou du peu de présence qu'ils ont dans le livre. Tu sais, chacun a sa perception, tu sais. Puis c'est souvent ce qu'on... Tu sais, je veux pas que ce soit péjoratif, mais les jobbers, tu sais, les gens qui étaient là pour mettre en valeur, tu sais, les stars, ben c'est souvent eux autres que je m'aperçois qui sont le plus amers aujourd'hui. Okay. Tu sais, eux autres pensent connaître tout, ils ont la vérité absolue parce qu'ils étaient là, mais ils ont... C'était des gens qui étaient pas... T'sais, nous, on a parlé aux dirigeants des promotions, on a parlé aux vedettes des promotions, puis on a parlé, évidemment, à certains faire valoir également, je veux dire, mais c'est souvent là que je me suis aperçu que on avait le... Tu sais, les Raymond Rougeau, les Gino Brito, les Ricky Martel, là, ils ont adoré nos affaires, là, puis on est drette dessus, selon eux. Mais les autres, des fois, ils ont une réalité différente, mais eux autres décidaient de rien. Eux autres, tu sais, on leur disait quoi faire, puis ils le faisaient. Puis, ben, ils entendent, surtout dans ces années-là, c'était tu sais, des ragots de backstage qui se rendaient à eux, là. Mais la vérité en arrière de ça, elle était où, tu sais? Je veux dire, eux autres le savent pas nécessairement. Fait que c'est souvent là, des fois. Puis il y en a d'autres qui ont des égos, puis qui pensaient mériter une meilleure place, tu sais, sur 150 années de lutte. On pouvait pas parler de tout le monde, puis on pouvait pas parler de tout le monde pendant 8 pages. Mais il y en a qui étaient pas contents. On a parlé d'eux autres pendant une page, on a mis une photo. Ouais, mais j'aurais mérité plus. OK. Ben, un prochain. Si tu le dis. Écris ton livre sur l'histoire de la lutte, puis fais. Je veux dire, écris ta biographie, je sais pas quoi te dire, buddy. Tu sais, je veux dire, fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable d'avoir une carapace par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Mais bon. Mais c'est ça, c'est parce que la source de ma question, c'est que c'est sûr que quand tu parles d'un monde, comme on disait tantôt, qui est mythique, qui a beaucoup de bouche à bouche, c'est sûr qu'il y a des éléments qui sont, des fois, qui sont peut-être erronés ou justement les égos qui sont pas contents, qui sont froissés, c'est sûr qu'elle allait en avoir. Là. Ah, ben oui, absolument. Puis ça, c'est correct, tu sais. Mais notre but, c'était d'essayer d'être le plus près de la réalité possible. Fait qu'à un moment donné, t'as bien beau... Encore, il y a des affaires que les journaux nous disent, puis il y a des lutteurs qui vont s'obstiner, tu sais, puis ou qui vont dire « Ouais, non, mais c'est arrivé de même. » Ben oui, mais ça marche pas. Ton timeline n'est pas bon. Quand même que tu me dirais que... puis moi, j'ai pas peur de dire ça. Je fais une entrevue avec un lutteur, là, puis le lutteur va me dire, je sais pas moi... alors, le Grand Prix où lutte internationale a commencé en 1978. Ouais, non. Commencé en 80. Ah ouais, non, hey, j'étais là. Ouais, mais quand même, t'étais là. Je veux dire, t'as juste un mauvais souvenir, c'est tout. Mais ça, il y en a beaucoup.
En plus d'avoir la bullshit des lutteurs parce qu'ils racontent la même histoire depuis tellement longtemps. Fait que, tu sais, moi, là, tu sais, je suis reconnu pour ça, essayer de toujours aller chercher, tu sais, la vérité ou de débunker d'une certaine façon les mythes qu'on va nous raconter. Puis c'est d'ailleurs un peu à la base du conflit que j'ai souvent avec Jacques Rougeau. C'est que Jacques, lui, il va raconter ses trucs comme lui, il raconte tout le temps. Mais quand il raconte, par exemple, qu'à la sortie du match avec Hogan, il était 5000 à la sortie du Centre Bell sur Saint-Antoine pour brasser son char. Ben, je veux dire, il a beau dire qu'il y avait 5000 personnes. Moi, c'est PCO qui me l'a raconté de la meilleure façon. Il dit, Pat, t'es déjà sorti là, du Centre Bell sur Saint-Antoine? Je dis, oui. Je dis, rentre-tu 5000 personnes là? Non. C'est ça. Il y en a peut-être 500. Mais genre, il va toujours l'ajouter le zéro de plus. Puis c'est là que moi, j'ai de la misère avec ça parce que, bon, OK, j'ai le tag d'historien, mais si je peux avoir le tag, moi, jouer la gimmick aussi, tu comprends? Je vais m'assurer que ce qui est dit, c'est la vérité. Que les faits sont des faits. Puis ça me fâche des fois quand je vois des reportages de d'autres personnes. J'avais même écrit une fois, il y avait eu je pense que c'était dans Le Devoir, il avait fait quelque chose sur le match de retraite d'un des matchs, mais le dernier match de retraite de Jacques Rougeau. Quand il a teamé avec ses 3 gars, là, c'est comme lui, c'était le flashback de « Ah, mon père a teamé avec ses 3 fils aussi dans les années 80. » Puis Jacques dit que son père a pris sa retraite ou a eu son dernier combat en je sais plus quelle année. Puis c'était pas ça, c'était pas la bonne année. C'était comme 3 ans après. Je dis, voyons, il a lutté, tu sais. Puis ça me fâche parce qu'ils vont juste le citer, ils font pas de recherche. Puis j'avais été au journaliste que je connaissais, j'étais à l'aise, il m'avait déjà interviewé. Je dis, crime, pourquoi t'as pas fait la recherche? Pourquoi tu me l'as pas demandé? C'est pas comme si je répondais pas à mes messages. Tu sais, envoie-moi un petit message. Hey, Pat, Jacques me parle de telle affaire. Si tu veux vraiment arriver de même, si t'as pas le temps de la faire, la recherche, écris-moi. Mais va pas juste, tu sais, écrire parce que, ah ben oui, mais là, je l'ai cité. Ben oui, c'est pas parce que tu l'as cité, c'est vrai pour autant. Moi, c'est ça qui me fâche. C'est ça, tout au travail, dans le fond, c'est de remettre un peu la lutte de manière un peu plus sérieuse. Fait qu'avec des faits réels, ben là, ça redonne ses lettres de noblesse. Puis... Meilleure anecdote par rapport à ce que tu dis, puis c'est exactement ça, c'est documentaire sur les Rougeaux, dans 25 ans d'émotion à RDS. Moi, je suis là comme consultant, puis c'est moi qui fais les entrevues hors caméra. Puis, la seule entrevue que j'avais pas faite, c'était Jacques. Et puis, à un moment donné, le réalisateur, il me dit « Ah oui, Jacques nous a donné une super bonne quote, comme quoi son père puis Mad Dog Vachon avait lutté au Stade Jarry devant 26 000 personnes. » Je dis « Ouais, mais ça, c'est pas arrivé. » Comment ça, c'est pas arrivé? Mais c'est parce que Jacques mélange 2 affaires. Là. Son père, Maurice Vachon, luttait en 74. Il y avait à peu près 10 000 personnes. Et 2 ans avant, il y avait eu un gros show. Les 2 dernières années d'avant, il y avait eu 2 gros shows au Stade Jarry qui ont attiré 26 puis 29 000. Mais Jacques puis Mad Dog, ça a duré à peine 10 000. Là. C'est pas le même show. Ah ouais, mais il dit, tu risques d'être déçu parce que moi, la côte est tellement bonne puis elle a tellement d'émotions que j'ai pas le choix de la mettre. Je dis, OK, ben laisse-moi te dire ça. Je dis, tu fais un documentaire sur le Canadien de Montréal, là, puis il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, il te donne une quote avec bien de l'émotion, puis il dit, ouais, tu sais, quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley en 94, je dis, non seulement t'en passes, parce que c'est 93, là, non seulement t'en passeras pas, t'as à peu près 8 mains qui vont se lever, qui vont dire, non, hey, tu t'es trompé dans l'année. Mais là, parce que c'est de la lutte, puis que les gens le savent pas, ben là, tu vas le passer. Je dis, vous m'avez engagé justement pour ça. Ces corrections-là, c'est ça. Et il l'a pas mis. Mais il a fallu que je gagne mon point, tu comprends? Parce que, c'est de la lutte, c'est pas grave. Non, c'est pas parce que c'est de la lutte que c'est pas grave. Je comprends qu'il n'y a pas des statistiques, là. Je veux dire, il n'y a pas des buts, il n'y a pas des passes, il n'y a pas des coups de circuit. Mais, je veux dire, il y a des assistances, il y a un timeline aux choses. Tu sais, je veux dire, quand même que c'est de la lutte, c'est pas parce que tu dis que... je me rappelle, il y avait Paul Leduc qui avait déjà dit une fois à Sport Extra à TQS, quand Hogan avait commencé à lutter au Texas en 72. Hogan, il n'a pas approché un ring avant 76-77. Okay. Mais il avait été dire ça. En fait, j'ai jamais reparlé de ça à Paul. mais je savais déjà là que c'était pas vrai, tu sais. Mais il y a des gens qui l'ont cru, ça. Tu sais. Fait mais quand même que tu me dirais, c'est ça. Je veux dire, on le sait, c'est pas vrai. Fait que pourquoi on va le passer? Parce qu'il y a quelqu'un de connu qui le dit. Non, ça devrait pas marcher de même.
Non, c'est ça. C'est la même affaire s'ils feraient un livre sur le cercle des fermières, là, puis ils disent ça a commencé en telle année. Ça a commencé en 2020. C'est ça. Il faut que tu relates les faits comme peu importe. Je veux dire, tu peux je veux dire, quelqu'un dit début 80 au lieu de 81. OK, fine, on dit la même chose. Là. Je suis pas pointilleux à ce point-là, mais il y a un ordre dans les choses dans lesquelles les choses sont arrivées. Il faut le respecter. Je veux dire, historiquement parlant, c'est là. Tu sais, je veux dire, je ne me rappelle plus qui avait dit Lutte Grand Prix est devenu Lutte internationale. Non. Lutte Grand Prix, c'est une compagnie qui a fermé. Lutte internationale, c'est une autre compagnie qui a ouvert 4 ans après. Pas la même chose. Ouais. Mais c'est pas parce que les deux faisaient des shows le dimanche matin à la télé à Sherbrooke que c'est la même compagnie. C'est des choses comme ça. Puis, tu sais, le Géant Ferré, notre livre sur le Géant Ferré, des mythes sur le géant, il y en avait un puis un autre. Puis, on s'est fait un devoir de non seulement raconter la vérité derrière chacun de ces mythes-là, mais de raconter d'où le mythe venait. Pour dire, non, attendez une minute. Là. Voici ce qui s'est dit. Voici pourquoi on vous a dit ça pendant des années. Voici la vérité. Le plus gros mythe du Géant Ferré que j'ai entendu, c'est qu'il sentait pas bon. Quoi? C'est que ça a l'air qu'il sentait pas bon. Moi, c'est vrai qu'il était capable de boire vraiment, de coucher tout le monde. Ouais, ça oui. Mais ça, c'est pas un mythe. Non, c'est vraiment pas un mythe. Ce qui est débattable, c'est le nombre de bières qu'il a pris. Ouais. Mais parce que bon, ça, c'est une histoire qui est tellement... c'est devenu une histoire tellement légendaire que les gens, on dirait tout le monde voulait être là, fait que tout le monde s'invente là maintenant. Ouais. Moi, là, OK, notre théorie là-dessus, c'est que c'est arrivé une fois qu'il a bu une centaine de bières passées à un endroit. Mais là, maintenant, quand tu entends les gens, là, cette histoire-là est arrivée à Miami, est arrivée à Dallas, est arrivée à New York, est arrivée. Puis tout le monde de la lutte a vu ça. Il était peut-être 10, 15 qui l'ont vu, mais c'est le genre d'histoire où tu aurais voulu être là. Fait que là, tu la racontes comme si toi-même tu étais là. Tu comprends? Mais oui, c'est arrivé, ça. Une fois, c'est arrivé que le géant a bu une centaine de bières parce que le géant pouvait le faire. Le géant pouvait se donner en spectacle quand il voulait. Tu sais, les gens disaient, ah ouais, il mangeait 3 douzaines d'œufs le matin. Non. Il pouvait le faire. Il l'a déjà fait. Mais c'était pas son régime quotidien. Moi, j'ai parlé à Jackie qui lui, habitait avec un couple d'amis dans son ranch en Caroline du Nord parce que quand il était sur la route, c'est ce couple-là qui s'occupait de ses affaires. Puis, genre, elle me raconte que le géant, quand il était à la maison, là, je veux dire, l'après-midi, il mangeait un yogourt. Moi, ça me fait rire. Je m'imagine pas le Géant Ferré manger un yogourt. Ben, exact. Ou lui, il a sa main qui connaît il prend pas de cuillère, il fait juste tremper son doigt, ça le fait tout floc. Exact. C'était pas un gros pot, là, c'était un yogourt normal. Comme nous, on mange un yogourt, tu sais. Puis, oui, il pouvait aller au restaurant puis manger 8 steaks. Mais la plupart du temps, il en mangeait un. Tu sais, il pouvait vider un buffet. Mais la majorité du temps, il le faisait pas. Mais c'est devenu des mythes, puis c'est devenu des choses que, le géant, tu sais, c'était 3 douzaines d'œufs, 8 steaks. Non, mais je veux dire, pensez-y 2 secondes. S'il faisait ça chaque jour, je veux dire, déjà qu'il est mort jeune, il aurait pas vu 40 ans, il aurait pas vu 30 ans, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Ça revient au phénomène de la bête de foie qu'on parlait, là. Ça alimente les rumeurs, ça alimente le tout, tu sais. Donc moi, pour moi, je m'en fais un devoir de remettre les pendules à l'heure dès que j'ai la chance de le faire, parce que je trouve ça important. Fait que ça m'attire des fois les foudres de certains, parce qu'ils sont pas contents. Puis parce qu'il aimerait mieux qu'on en reste à la storyline du show, peut-être. Les 26 000 personnes au Parc Jarry, les 5 000. Ben oui, exactement. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont tellement habitués de raconter leurs histoires d'une telle façon qu'ils veulent continuer à les raconter. Tu sais, quand tu parlais de court-circuit puis de but, au hockey, pas au hockey, mais à la lutte, t'es 26 000 personnes, c'est tes courts-circuits. Tu sais, quand tes crowds sont pleines, c'est ça tes buts, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de statistiques, mais ça, c'en est une. Mais 10 000, c'est pas mauvais non plus, tu sais. C'est pas que c'est mauvais, mais dans un stade de 26, ça paraît pas aussi plein. Tu comprends? T'as raison, c'est pas mauvais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est comme si tu me dis qu'Aleš Ovechkin a scoré 600 buts. C'est ça. Non, il y en a 700 cucks, là. Tu comprends? Et c'est pas mauvais, 600. Mais c'est pas le bon chiffre. C'est ça. C'est la même chose. Cool.
Hey, là, le temps file, mais j'ai goût de t'amener un peu sur le phénomène de la lutte au Québec. Là, là, on vit un gala de lutte ce soir à Amos avec la NSPW. Ça, c'est parti du Théâtre Diamant. Robert Lepage qui a fait confiance à la NSPW, il les a amenés chez eux. Là, Mathieu Larochelle, qui est le diffuseur, amène la lutte ici. Penses-tu que ça va faire d'autres petits? Penses-tu qu'on va revenir à ça, justement, la lutte en tournée, moins être sur les vedettes, puis plus faire confiance aux fédérations locales? Il y en a pas beaucoup qui font de la tournée. Là. La NSPW est une des rares là, au Québec qui en fait autant, puis qui va se déplacer. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est justement de voir de la lutte au Diamant, de voir de la lutte au Théâtre des Esclaires, de voir les deux milieux se rencontrer comme ça. Ouais. Parce que ça demeure du théâtre. C'est du théâtre sportif. Paul Leduc disait toujours que c'était du théâtre extrême. Et puis il y a pas... c'est toutes des belles expressions que j'utilise parce que je trouve ça important, mais c'est surtout un théâtre qui est unique, la lutte. Donc moi, c'est ce que je trouve cool. C'est unique parce que pour moi, la lutte, c'est un art qu'on voit nulle part. Il y a pas rien comme la lutte. C'est un art qui est interactif. C'est un art où on va voir de l'improvisation. Il va y avoir un scénario, mais oui, il y a une partie improvisation. C'est athlétique, sportif, c'est de la danse, c'est du patin artistique, mais pas de glace puis pas de patin. Mm-hmm. C'est un paquet de choses. C'est de la gymnastique. C'est un paquet de sports, un paquet d'activités théâtrales qui sont toutes mis ensemble puis qu'on voit dans un même spectacle. On demande aux gens d'interagir. Il n'y a pas un autre théâtre à part peut-être la LNI qu'on voit, qu'on demande aux gens d'interagir de la même façon. Tu sais, ici, là, il y a une pièce de théâtre, là. S'il y a un personnage de méchant dans la pièce, que je me lève puis que je commence à y crier des bêtises, je verrai pas la fin de la pièce. C'est un peu lourd. Ce soir, l'adversaire de San Francisco, il risque de se faire huer. Puis s'il se fait pas huer, il y a un problème. Tu comprends? Donc, c'est ça, exact. Donc, pour moi, c'est un théâtre qui est tellement unique. Fait que moi, je trouve ça rafraîchissant. Après tout ce qu'on a dit, puis on en a parlé en début tantôt, là, que la lutte faisait rire d'elle et tout ça, de voir que là, le milieu théâtral s'ouvre davantage à la lutte professionnelle, moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Fait que ce que Robert Lepage fait à Québec, ce que Mathieu Larochelle fait ici, j'espère que c'est ça qui va faire des petits... Pas tant nécessairement d'aller sur la route. D'aller sur la route, c'est une chose, puis ça va toujours être plus difficile que c'était dans le passé parce que t'as pas une promotion qui est à la télévision à chaque semaine puis qui peut driver cette popularité-là. Mais j'espère que ça va faire des petits dans le monde du théâtre, qu'il va y avoir d'autres théâtres ailleurs, peu importe où au Québec, qui vont vouloir présenter de la lutte. Que ce soit la NSPW, que ce soit une autre promotion, mais qui vont vouloir embarquer là-dedans parce que je trouve que c'est vraiment deux milieux qui auraient avantage à, j'allais dire, se réconcilier, mais c'est pas comme s'ils étaient en chicane, mais à mieux se connaître. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment... Tu sais, je fais souvent le gag dans le Journal de Montréal, par exemple. Historiquement, la lutte est parlée dans les pages sportives. Mais des fois, ça va arriver qu'ils font comme « Ah ouais, mais là, on n'en parlera pas, c'est pas du sport. » Mais les arts et spectacles, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce qu'ils disent « Ben oui, mais c'est du sport. C'est pas des arts et des spectacles, c'est du sport. » Il faudrait qu'il y ait, à quelque part, là, entre les mots croisés et les décès, il faudrait qu'il y ait une section lutte là, tu sais. En 77, quand Robert Gravel a croisé le théâtre puis le hockey, ça a donné le match d'impro. Mais la lutte, c'est le théâtre puis les sports de combat croisés ensemble, dans le fond. Moi, je mais juste que la démarche n'est pas passée de même ça à ce moment-là. Ça a tout le temps été boudé. Par exemple, le théâtre en tant que tel, ça avait tout le temps un peu un air huppé. Ouais. Fait que l'impro a été boudé parce qu'il n'y avait pas de scénario. Tu t'écrivais tes personnages sur du spot. Puis il y a la convention que même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le monde le savent. Fait que la lutte, c'est la même chose. Oui, pour différentes raisons, la lutte a été boudée également. Puis les gros monsieur huilés. Ouais, tu sais, le côté plus... le côté plus... comment je pourrais dire? Olympique grec. Plus rough, plus dur, plus... là, ils se battent, là, tu sais, je veux dire, on peut pas... de l'émotion. Puis pourtant, tu sais, il y a tellement de façons... Si seulement les gens de théâtre pouvaient tous comprendre
l'histoire qui est racontée dans un combat de lutte, pas dans le scénario qui mène au combat, mais dans le combat comme tel, il se rendrait compte que c'est des scénarios de pièces de théâtre. Là. C'est une pièce de théâtre qu'on voit entre 2 hommes ou 2 femmes pendant 20 minutes de temps. Là. C'est une petite pièce de théâtre là, qu'on voit. Là. Puis je rajouterais même que, tu sais, avec les promos des lutteurs, les voir backstage, puis les voir le show d'avant qui en parle, tu sais, ils mettent tout en place pour que c'est un point culminant. Là. Ils sont sur le ring, puis maintenant, on finit l'histoire. Là. Exactement. Tu sais, fait que, mais bon, c'est pas tout le monde qui est capable de le voir de cette façon-là. C'est pas tout le monde qui l'explique comme ça ou qui l'explique aux bonnes personnes de cette façon-là. Fait que, puis il y a toujours un côté aussi de la lutte qui va... tu sais, moi, dans un monde idéal, pour moi, la lutte, là, je veux dire, ouvrez les rideaux, là, je veux dire, le kayfabe, là, les secrets de la lutte, il y en a plus, là. Je veux dire, c'est plus... le monde comprend c'est quoi, le monde sait c'est quoi, ne les prenons pas pour ce qu'ils ne sont pas. Je veux dire, pourquoi il y a des behind the scenes dans à peu près n'importe quel... Tu vas écouter un film, bon, mettons, moi, j'ai des DVD, j'écoute un film, puis il y a le making of. Ben ouais, mais le making of, là, je veux dire, tu me donnes les secrets de ton tournage. Pourquoi ça, c'est une convention qui est acceptée, mais qu'encore aujourd'hui, on a de la misère avec les secrets de la lutte. Tu sais, moi, là, une fois, j'étais dans une promotion de lutte, puis il y a 2 gars qui préparaient leur combat. Puis j'ai juste pris une petite vidéo de 8 secondes. J'ai mis ça sur Facebook et je me suis fait ramasser. Voyons, tu peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? J'ai respecté, j'ai pas montré qui gagnait, là. Ça, j'aurais pu comprendre. Mais je vous ai juste filmé en train de planifier votre match. Ben oui, mais les gens, là, ils vont penser, les gens, ils savent que vous planifiez votre match. Là, ils vont juste le voir, c'est tout. C'est ça, ouais. Il y a un 8 secondes, là, je veux dire, vous allez lutter pour 12 minutes, là. Tu sais, il y en a beaucoup de 8 secondes dans ces 12 minutes-là, là. Mais non, ça passait pas. Puis j'étais là, puis je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Au pire, ça va... Moi, j'ai appris avec les années que, justement, le côté secret puis le côté... ben non, tu peux pas faire ça. C'est ce qui fait en sorte que les gens, je trouve, voient la lutte différemment aujourd'hui. Ouais. Moi, à un moment donné, là, j'étais backstage puis j'animais un show. Puis je me suis juste... Il y avait 2 personnes qui préparaient leur match. Puis ça faisait longtemps que j'étais pas... j'avais pas porté attention à la préparation d'un match. Tu sais, on fait toutes nos affaires, on parle, on jase, bon... Puis là, je les ai juste regardés, puis préparé leur match, puis c'était juste ça. J'ai trouvé ça impressionnant. C'était un art. C'est un art, je veux dire. Faut que tu te crées un scénario de 20 minutes, puis on est 1h30 avant le show. Là. Ça fait pas... ça fait pas 6 ans que tu travailles sur ce scénario-là. Là. Fait que là, toi, tu vas passer, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ouais, OK, on pourrait faire telle affaire. Ah non, mais si tu fais ça, puis c'est le partage d'idées, c'est... Puis moi, tu montes ça à la télévision, puis il y a des gens qui vont comme faire OK, j'ai beaucoup plus de respect pour ces gens-là maintenant de voir comment est-ce qu'ils font ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ensuite, faut que tu t'en rappelles. Là. C'est une chorégraphie. Faut que tu t'en rappelles de cette chorégraphie. Tu savais pas 4 ans avant les prochains Jeux olympiques que tu prépares ta chorégraphie. Tu as 1 heure, 1h30, là, puis même, tu sais, je veux dire, il y a une règle qui dit que tu devrais pas passer plus de temps à préparer ton match que la durée de ton match. C'est pas une règle qui est toujours respectée parce que c'est devenu tellement chorégraphié que des fois, c'est peut-être plus complexe. Mais, tu sais, grosso modo, là, mais ça, là, pour moi, c'est de l'art. Mais pourquoi on pourrait pas montrer ça? Pourquoi il faut absolument juste voir le produit final? C'est comme les gens, des fois, qui chialent sur les lutteuses à la WWE qui... puis je dis lutteuses, je veux pas les cibler nécessairement, mais c'est souvent plus elles que les hommes qui vont aller des fois préparer leur match au complet au centre de performance avant de le livrer sur un pay-per-view. Il y a des gens qui vont comme, ben oui, mais tu sais, nous autres, on arrive, puis nous autres, on le prépare la journée même, puis on le fait le match. Ben OK, fine. Mais le fan, lui, ce qu'il veut voir, je veux dire, au final, moi, j'écoute le pay-per-view. Moi, si le match il est bon, moi, que tu l'aies pratiqué 8 fois ou tu l'aies pratiqué 1 heure avant, ça change absolument rien, parce que le match était bon. Ah, c'est ça. Fait tu sais, il y a des conventions comme ça qui sont comme établies et que je comprends pas. Puis moi, j'aimerais ça voir la préparation d'un match. Puis les deux ont leur côté. Mais si t'es pas capable de préparer ton match 1 heure avant, puis que tu vas le pratiquer 2 jours de suite, ben fine. Mais moi, j'aimerais ça voir ça.
puis voir l'évolution jusqu'au produit final. Il y a une histoire à raconter là-dedans aussi, tu sais. Mais bon, je suis, comme on dirait, tout seul dans ma gang, puis il y a encore une trop grosse page, il doit être sur ton bord, je pense. Ben peut-être, non, t'as raison. Ben, mais... moi, je suis de ton bord parce que, tu sais, merci les gars, ça me fait je vois ça un peu comme la préparation, puis tu sais, je fais un parallèle, mais tu sais, même pour le hockey, là, il faut que tes personnes à l'offense s'adaptent au goaler. Fait que tu vas avoir une préparation face au goaler de l'adversaire. Fait que il y a cette préparation-là quand même avec la lutte. C'est juste que là, c'est les comédiens ou les lutteurs, les sportifs. C'est le caucus. Ils ont le temps, mais ils ont ce privilège-là de pouvoir dire, nous autres, on a 20 minutes, on peut en faire ce qu'on veut. Il y a une ligne directrice, j'imagine, par des auteurs, en tout cas pour les grandes histoires, mais après, pour qu'est-ce qui est dans le ring, ils font ce qu'ils veulent, puis ils peuvent, sur le champ aussi, changer des affaires. C'est des affaires qui c'est comme notre qui se passent pas bien. Quand on fait de l'impro, on fait un caucus de 30 secondes, puis on fait une impro de 4 minutes, on peut faire ce qu'on veut après, mais on s'est préparé. Les gens nous voient se préparer, ils se voient nous mettre en boule, puis ils nous écoutent, ils font comme check, ils se préparent, s'il vous plaît, je viens de nous faire une impro. Ils font pas juste se chatouiller, là, je me parle. Puis tu sais, je veux dire, en tout cas, j'espère qu'un jour, on va se rendre là. On en a déjà un petit peu plus des sneak peeks de ces préparations-là, mais c'est souvent, on va plus entendre parler de comment c'était dans le temps. Ben, on en a peut-être un peu plus, mais je trouve que les rideaux devraient être encore plus ouverts. Puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Puis je pense que ça pourrait aider. Les gens voient ça, les old school, là, les puristes voient ça comme non, ça va tuer la lutte. Moi, non, je pense que ça va la rendre encore plus populaire parce que c'est ça qui a changé, je trouve, dans les 10 dernières années, particulièrement au Québec. C'est que les lutteurs ont beaucoup plus de lutteurs, où il y a plus de gens, en fait, qui ont du respect pour ce que les lutteurs et les lutteuses font. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Et en fait, une quinzaine d'années maintenant. Puis ça, je pense que c'est important. Puis des choses comme ça, je pense que c'est justement, ça pourrait faire gagner du respect aux gens qui pratiquent la lutte parce que justement, tu les vois dans leur préparation. Puis là, tu t'aperçois que c'est pas crème. Ils ont préparé leur match, là. Ça a pris 20 minutes, là. Puis là, ils s'en rappellent. Puis là, il faut qu'ils s'en rappellent. Puis il faut qu'ils le livrent de la même façon. S'il y a des erreurs, il faut qu'ils soient capables d'improviser. Oh, OK, là, c'est pas aussi facile puis que je le croyais. de prendre des shots, puis de tomber, puis de... Ben oui, puis ensuite, après ton match, tu as une promo à faire. Mais la promo, il faut que tu saches un peu où t'en aller. Fait que là, il faut que tu te sois rappelé d'un match de 20 minutes. Ensuite, il faut que tu te rappelles de c'est quoi qu'il faut que tu dises dans ta promo. Peut-être en commotion. J'ai un souvenir de Bubba Ray Dudley qui fait une commotion dans un TLC, puis t'as Jericho qui va le placer aux bonnes places tout le temps pendant le match. Quand tu le regardes, quand je l'avais vu à la télé, je ne m'étais pas rendu compte, puis quand j'ai entendu l'histoire, j'ai regardé le match, puis j'ai fait... Esti, ce gars-là, il se fait contrôler par tout le monde. Il est juste perdu, puis là, le monde fait comme « Fais ça! OK! » À quelque part, je pense que la lutte pourrait gagner, mais on est si elle assume sa démarche artistique. Ben oui, c'est une belle façon de le dire, ça, j'aime ça. Il faut que tu assumes qu'il y a une démarche artistique. Oui. Le vrai fan de lutte, es-tu prête à l'assumer, ça? Les fans, je suis sûr que oui. Les fans, je suis sûr. Qu'avec le changement d'administration de la WWE, ça va avoir cette ouverture-là? Écoute, c'est pas impossible. Parce qu'avec Vince, c'était très conservateur. Mais moi, j'ai l'impression que n'importe qui va avoir vraiment connu la grosse époque du kayfabe va toujours avoir un côté de lui où il va vouloir garder certains secrets. Puis ça va prendre une génération qui a juste, tu sais, la génération Internet, là, qui, elle, a jamais su que la lutte, c'était juste un sport, mais c'était plutôt ce que c'est maintenant. Mais je pense que là, ça, il va y avoir plus d'ouverture. Triple H, il était comme un petit peu plus old school pour ça. Par contre... AEW avec le Media Scrum, ça y ressemble déjà un peu plus. Ça a fait après les pay-per-views, souvent ils vont en parler. Les premiers Media Scrum, là, les derniers Media Scrum, je les trouve un peu plus... moi, j'y assiste à certains Media... quand je vais être au New Jersey la semaine prochaine là, pour Full Gear, je vais aller au Media Scrum, mais moi, ce que j'ai eu là-dedans, c'est justement... Au début, vous avez vendu ça comme... un Media Scrum comme n'importe quel autre Media Scrum qu'il y a dans un sport. Ils sont là pour être... Il n'y a pas de personnage. Là, on en voit de plus en plus de personnages au Media Scrum. C'était qui? C'était Jay White, la dernière à Forbidden Door. C'était Jay White qui est arrivé. Puis, écoute, il était là 1 minute et demie, il a joué son personnage, puis il est parti. Il voulait pas... Sa gimmick, c'est qu'il voulait pas parler aux journalistes.
mais c'était une gimmick. C'est ça le but. Okay, Fait que c'est comme, ouais, ça, je suis pas down. Là. Ça, c'est pas ça que vous aviez. C'était pas ça votre projet au début. Là. Non. Puis avec les podcasts, les lutteurs décrochent de plus en plus. Quand ils vont à Joe Rogan, ils vont ailleurs. Ils sont pas nécessairement dans leur personnage. À Jesse Jericho, ils sortent un peu plus. Fait que ça aussi, ça va aider, je pense, là, que le média traditionnel se tasse un peu. Oui, oui. Puis ça c'est le fun. Là, moi, j'ai interviewé, rappelez-vous d'un lutteur qui s'appelait Damien Sandow? Oui. Qui imitait à un moment donné, il imitait le Miz. Puis bon, moi, là, ça a été une de mes pires entrevues. Je l'avais interviewé pour Slam Wrestling, pour un show qui venait à Montréal. Puis c'est le lutteur de la WWE m'a envoyé pour une entrevue. Puis c'était au téléphone, puis il a été gimmick tout le long. Moi, je voulais parler qu'il avait été entraîné par Keller Kowalski, puis j'ai à peine été capable d'avoir une réponse. Pas en personnage. C'était comme si Steve s'était entraîné tout seul. One-on-one, ça peut être. Je disais, ben oui, tu sais. Fait que j'étais comme, mais pourquoi? Je suis là pour parler puis promouvoir le show. Si tu me donnes là, c'est de la bullshit, là. Ah, j'avais détesté ça, pour vrai. Fait que non, tu sais, moi c'est ce que je veux voir. Je veux voir je veux voir le lutteur, la lutteuse parler de ah ouais, mais tu sais, quand il est arrivé, tu sais, mettons dans un Media Scrum, là, tu sais, ouais, mais tu sais, sur telle séquence, là, on l'a échappé, puis tu sais, ça a pris comme 2-3 secondes avant que on revienne dans le match, là. Mais OK, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour savoir comment tu l'as rattrapé, puis qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là, tu sais, puis surtout sur certaines des fois des séquences où c'est bien évident là, qu'il y a eu un fuck-up. Puis je comprends là, la théorie. Je sais, James Cornette a toujours dit c'est pas un fuck-up si tu leur montres pas que c'est un fuck-up. Parce qu'ils savent pas ce que tu avais prévu. Puis c'est vrai, mais une fois que c'est arrivé, pourquoi tu pourrais pas le raconter qu'il y a eu un fuck-up et que personne ne l'a vu? Je trouve ça intéressant. Ça veut dire que si on l'a pas vu, ça veut dire que vous l'avez rattrapé d'une maudite belle façon. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a encore plus de respect pour toi, là, parce que ça veut dire que tu as fait quelque chose que tu n'avais pas prévu, puis toi, tu le sais que c'était pas ça, mais il n'y a personne d'autre qui s'en est rendu compte. Crème, dis-le, raconte-le, comment ça s'est passé dans ta tête, qu'est-ce que vous vous êtes dit, où vous l'avez rattrapé, puis je trouve ça intéressant, puis c'est humain, c'est correct. Je veux dire, n'importe quel autre sport, ça se ferait, ça, là. Hey, j'étais sûr que la rondelle n'était pas arrivée à gauche. Tout ce que j'ai fait, j'ai étendu mon gant, puis je l'ai fait l'arrêt. Mais ça se dit, ça se dit dans la lutte également. Écoute, peut-être que je suis juste en avant de mon temps, là, je sais pas. Je pense moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers là de plus en plus, mais le temps pour nous le dire. Oui, puis tu sais, je comprends aussi de certaines fois, c'est le fun de jouer entre la réalité et la fiction. Tu sais, c'est vrai que la lutte est le fun pour ça. Tu sais, MJF... Il s'en allait dessus, pas. Il est vraiment chicane. C'est ça un personnage dessus. C'est le fun de se poser ces questions-là, puis ça fait jaser. MJF, ça c'est Maxwell Jacob Friedman. En ce moment, dans le fond, il est en feud avec la Ligue. avec la AEW complet. Mais ça a l'air de s'être replacé, là. Mais c'est ça. Puis tu savais jamais, comme il disait, tu savais jamais si c'était la gimmick qui parlait ou si c'était vrai. Il est tout le temps en train de dire qu'il va signer avec la WWE en 2024, qu'il fait juste ça pour faire mousser ses affaires. Il est partout. C'est un vrai heel. Fait que, tu sais, ben là, il est rendu babyface, là, mais. Ah oui, il essaye. mais au final, tu sais, c'est ça. Je comprends, c'est le fun de jouer sur cette ligne-là de c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, il saillisse-tu pour vrai. Je comprends que ça, c'est le fun, puis ça va toujours bien marcher, puis ça va toujours générer des réactions. Je suis pas contre ça, mais qu'est-ce qui t'empêche 6 mois, 1 an après, quand tout ça est derrière nous, quand vous avez passé à un autre storyline, d'en parler de ça? Ah ben non, regarde, au début, on s'aimait vraiment pas, puis là, finalement, ça a commencé de même, j'y ai lancé une flèche, parce que il m'avait, tu sais, je l'aimais pas, puis là, finalement, on s'est parlé, puis là, on a décidé d'en faire une histoire, puis là, tu sais, on est cool maintenant. Tu sais, Matt Hardy puis Edge, là, tu sais, avec Lita, là, c'était une vraie histoire, ça, là. Lita, elle a laissé Matt Hardy pour Edge. Fait que oui, ça part de quelque chose qui est vrai, puis c'est ça qui est le fun, c'est que là, après ça, tu vois les deux, puis tu es comme, tu sais, ils sont-tu vraiment en crise un après l'autre, ou ils sont juste en train de jouer leur rôle? Mais, tu sais, je veux dire, c'est des choses comme ça que, à un moment donné, je pense que ce serait important, c'est comme je dis, qui ouvre le rideau au complet. Puis il y a des moments pour l'ouvrir le rideau. Je veux dire, en plein milieu du storyline, c'est pas là que tu veux le vendre. Là. C'est pas là que tu veux le faire. Ça, je le comprends. Mais arrivé à un moment donné, juste pour
mettre la lumière sur tout ce que ces personnes-là font, je pense que ça vaudrait la peine. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais la lutte, puis monsieur, j'étais un enfant, fait que là, j'écoutais la lutte, puis là, je m'imaginais, moi, qui marche dans les backstage de la lutte, puis j'étais comme, hey, j'aurais peur. Parce que, tu sais, ils nous montrent les lutteurs qui sont fâchés, puis là, qui se battent, puis là, ils garagent des poubelles. Ils arrivent de n'importe où, puis là, Goldberg, il sort fâché avec son armée, puis on disait que moi, j'étais comme, hey, ça doit faire peur marcher dans les coulisses de la lutte. Moi, c'était mon feeling que j'avais quand j'étais jeune. Tu sais, je veux pas croiser Sting quand il est en crise, là, tu sais. Puis avec son bat de baseball, puis... Tout ça faisait plus peur marcher dans le brouillard hier soir, pas loin de Imagine. C'est plus là que moi j'avais peur. Sting, il est pas en crise, il est en train de se maquiller dans le miroir comme ça, tranquillement pas vite. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est plus ça la réalité. Mais tu sais, imagine, en arrière de la cathédrale, il y a genre Steve Austin qui sort. Ben non, mais tu sais, mais c'est ça. Il y a tout un monde, je pense, à découvrir en arrière du rideau. Puis oui, on en sait beaucoup plus qu'on en savait, mais il y en a encore beaucoup à découvrir. Puis je pense que ça pourrait être une belle opportunité à un moment donné pour aller plus loin là-dedans. Puis moi c'est le bout que je trouve merveilleux de la lutte, là. C'est le côté artistique de la chose, c'est le côté préparation, c'est le côté le combat. Le combat, oui, je veux dire, c'est ce qui fait vendre les billets, puis c'est ce que les gens vont regarder, mais c'est tellement plus que juste 10, 15, 20 minutes là. Puis je pense que ça pourrait justement ouvrir des portes à peut-être d'autres théâtres, à d'autres, tu sais, à un public différent, de considérer, tu parlais tantôt, tu sais, le théâtre est un peu plus huppé, ben on s'est longtemps fait snobber, là, parce que, en fait, encore aujourd'hui, de certaine façon, on se fait snobber, puis pourtant, si les gens prenaient juste la peine de bien se renseigner sur cette préparation-là, je pense que ça pourrait changer les mentalités. Ça mérite de sortir des sous-sols d'église. Oui, mais ça, tu vois, ça, c'est un autre mythe. Il n'y en a plus de sous-sol. Il n'y a plus une promotion de lutte au Québec qui fait dans un sous-sol d'église, je pense. OK. Ah ouais, OK. Là, je dis ça, puis là, il y en a une qui me vient de me popper en tête, mais non, je pense. Écoute, sur la vingtaine de promotions de lutte, là, s'il y en a une, c'est beau, là. Okay. C'est les seuls d'église, puis ça n'a jamais été la majorité. C'est juste que ça a marqué l'imaginaire, on dirait, des gens, puis c'est devenu une expression de la lutte de sous-sol d'église. Il y a des salles communautaires qui sont utilisées. Ben, il y a des salles communautaires qui n'est pas un sous-sol. Il y a quand même une différence entre une salle communautaire et un sous-sol d'église. C'est pas que c'est péjoratif, un sous-sol d'église, mais je comprends que c'est toujours dit dans ce sens-là. Mais la NSPW qui fait des choses Centre-Horizon, c'est un centre communautaire, là. Je veux dire, c'est pas, je comprends que c'est pas. L'éclairage, ils ont du son. Ben, c'est pas le diamant, c'est pas c'est pas un aréna, mais c'est quand même une salle où il y a un spectacle qui se donne, là. Je veux dire, c'est pas nécessairement juste un endroit où, tu descends 6 marches, ça sent la cigarette encore de 86, avec des murs bleus, blancs, pas peinturés comme il faut. Puis Pierre-Marc qui se sent bien dans sa salle-là. Un plafond trop bas, tu sais. La lumière au néon. Ouais. Ben oui, je pense que c'est juste que, tu sais, à l'époque, quand il y avait des déplacements, mais il y allait dans les salles communautaires, puis souvent dans les plus petits villages, probablement, que c'était dans les sols d'église. Ben, tu sais, je parlais tantôt de la ICW, qui est Luigi Prou, là, qui la souplesse ou ce qui m'a sauvé le bras. Ben, je disais, lui, ça a été le porteur du flambeau des sous-sols d'église, parce que lui, quand il a commencé à l'église, en fait, dans Schlager Maisonneuve à Montréal, qui est un sous-sol d'église. Puis lui, il a quasiment juste fait de ça des sous-sols d'église. Puis comme ça a été le premier, puis comme il a été longtemps là, puis là, après ça, il y a eu la FLQ qui a fait ça aussi dans un sous-sol d'église. Fait que là, à un moment donné, il y en avait comme 2-3, mais ça n'a jamais été la majorité, là. Jamais. Tu sais, la IWS, qui est la plus grosse promotion de lutte à Montréal, où Kevin Owens, entre autres, puis Sami Zayn ont lutté là pendant des années, ça a été dans des bars, eux autres, ça a été leur créneau, ça a été des bars pendant longtemps. Dans les bars? Ben oui, ils faisaient ça au Scratch à Laval, ils ont fait ça dans bien des bars à Montréal. Ben oui, absolument. Tu tassais les chaises, puis il y avait le Break sur Saint-Laurent, au coin de la métropolitaine, qui était un autre bar. Le Bogaze aussi, au coin de Saint-Michel. Il y a eu bien des bars. Eux autres, c'était leur créneau. Jam-pack là-dedans. Ben oui, les bars à Montréal, c'est petit. Mais ça créait une ambiance vraiment, vraiment cool. Ouais, ça va. Tu sais, Minoru Suzuki est venu à Montréal, le lutteur de New Japan. Il est venu à Montréal il y a quoi, 1 mois à peu près, avec la IWS. Puis c'était au bar le Unity, qui est un club à Montréal, qui est un petit peu plus gros, mais qui est un club à Montréal. Mais en même temps, la IWS fait des shows au Club Soda,
au MTELUS, l'ancien Métropolis, à l'Olympia. Dans ma tête, ça fait plus de sens. Hier, il y avait un show au Studio TD qui est l'ancien Astral. C'est 4 salles de spectacle, c'est pas la IWS, mais c'est une autre promotion MEW, mais c'est 4 salles de spectacle qui sont parmi les plus convoitées là, à Montréal. C'est des salles de spectacle où il y a des humoristes, des groupes, des concerts qui se donnent là. Charlotte Cardin chante dans ces places-là. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est ça que je trouve le fun de la lutte maintenant. C'est plus juste des sous-sols d'église. On est sorti un petit peu plus des bars. Tu sais, je veux dire, bon, une fois de temps en temps, ça se fait, puis c'est correct, puis ça crée une ambiance spéciale. Les fouf ont de la lutte en ce moment. Les foufounes électriques. Les foufounes électriques. Au dernier étage? Au dernier étage. Okay. Ils ont de la lutte, absolument. Le toit, je peux voir que le toit est assez grand. C'est Battle War qui est... Téléring des marches. C'est les dimanches soirs. Puis moi, c'est une de mes places préférées parce que l'ambiance est complètement différente de partout ailleurs. Mais ce que je trouve le fun, c'est quand tu regardes ça, aujourd'hui, la lutte québécoise, se fait au Diamant de Robert Lepage, se fait au MTELUS, à l'Olympia, au Club Soda, qui sont quand même des salles de spectacle respectées au Québec. Et la lutte est là. On n'est plus dans des... Oui, on est encore dans des salles communautaires ou dans des bars de temps en temps. C'est correct. Mais ça se fait également à Québec. Ils font le Stade Canac, le Stade des capitales de Québec. Ouais. Ils font le palais le Centre des congrès à Québec. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... tout ça, c'est là. Ça existe. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que je trouve que ça permet à la lutte de sortir de justement ces mythes puis ces connotations plus péjoratives des fois parce qu'il n'y a pas de honte à aller voir un spectacle au MTELUS. Non. Mais que ce soit de la lutte ou n'importe quoi d'autre. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que d'être dans des salles professionnelles, tu as déjà un meilleur éclairage, une meilleure sonorité, fait que tu peux encore plus en... Ben oui, en mettre plein la gueule. En mettre plein la gueule, c'est ça. Moi, je me rends compte qu'une promotion de lutte va avoir vraiment connecté avec son marché quand je vois deux choses. Quand je vois des couples venir à la lutte et quand je vois des gangs de filles venir à la lutte. Parce qu'on s'entend, la lutte, habituellement, ça va aller chercher un démographique plus masculin. Tu sais, oublions les enfants là, pour un instant, mais mettons un démographique là, adulte, là, 18-35 hommes. Habituellement, là, c'est ce qu'on va voir. C'est la majorité là, des fans de lutte. Ça, les gars! Quand t'arrives à attirer des couples, c'est-à-dire un couple qui se dit, aujourd'hui, on se fait une sortie. On a le choix. On va aller au théâtre, on va aller voir un show d'humour, on va aller voir un chanteur, un groupe. Non, il dit on va aller à la lutte. Fait qu'on va aller souper avant, on va aller à la lutte. Au pire, peut-être on va aller prendre une bière après à quelque part, c'est une sortie. La lutte, je veux dire, ça veut dire que là, t'as attiré des gens qui sortent de ton démographique, qui ont décidé de te prioriser comme sortie culturelle. Des gangs de filles, ça va être un peu la même chose. Là, évidemment, c'est pour ça que j'enlève les enfants, parce que les enfants, tu sais, ou les adolescents vont triper, il est beau, c'est mon lutteur préféré. Non. Là, je te parle juste d'une gang de filles, là, qui, au lieu, justement, de sortir en ville à quelque part d'autre, se disent, non, là, c'est vraiment cool, on va aller là, on va aller prendre une bière à la lutte, puis il y a de l'ambiance, c'est vraiment cool. Puis, il y a des femmes qui luttent maintenant aussi. Il y a des femmes, oui. Puis après ça, on verra ce qu'on fait là, tu sais, mais on va aller voir notre sortie, c'est de la lutte. Puis ça, il y a des marchés. La NSPW à Québec a atteint ce marché-là. C4 à Ottawa a atteint ce marché-là. Et c'est pas tout le monde. La IWS, de plus en plus, commence à l'atteindre justement parce que là, il est sorti des bars puis il fait de plus en plus des salles de spectacle. La NSPW, je capotais pendant la campagne électorale, il y avait un storyline avec Sol Zanetti qui était le député de Jean Lesage. Puis, avec Claude Malone. Puis là, j'étais comme, OK, ils ont réussi à comme aller voir le crowd de Québec solidaire. Puis là, probablement que le crowd de Québec solidaire va voir la lutte des fois. C'est fou là, quand même, dans la tête. J'étais super occupé durant cette période-là, mais je regardais ça, on en a un peu plus éloigné, mais je me souviens de m'être posé la question. Je dis, écoute, j'ai-tu manqué quelque chose? Claude se présente ça aux élections pour vrai? Moi aussi, je me suis vraiment posé parce que j'avais pas porté j'avais pas pris le
le temps de regarder vraiment. Il y avait des pancartes. Je voyais des pancartes. Je le voyais. Pourquoi il y a des pancartes? Fait que, tu sais, c'est génial. Mais c'est ça, tu sais. Fait que la lutte, ça permet un paquet de choses. Puis tu sais, ben c'est ça, juste pour finir mon point sur les salles. Tu sais, mettons, là, t'es un couple, là, puis tu dis, hey, tu parles à tes amis, qu'est-ce que tu fais samedi? On s'en va voir un show au MTLUS. Ça passe bien, ça paraît bien. Hey, on va voir un show au Théâtre des Oscars. Ben oui, ça sonne bien. La lutte, c'est secondaire. La lutte, c'est le produit que tu vas aller voir. Mais pourquoi ça serait plus péjoratif? Parce que c'est de la lutte que c'était une pièce de théâtre ou un show d'humour, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de monde, justement, que le show s'en venait, puis il était comme, ah ouais, on va voir la lutte samedi, tu sais. On va voir la lutte, puis là, le monde catch pas. Ils ont le goût d'y aller, mais en même temps, tu vois que c'est comme, il y a comme une incertitude parce que c'est pas clair qui c'est que ça va être, qu'est-ce que ça va donner. Comment ça que le théâtre fait ça, tu sais. Puis la lutte, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, je reviens au théâtre parce qu'il y a différents types de théâtre. Tu sais, il y a du théâtre expérimental, il y a des comédies, des dramatisés, des drames, bon. La lutte, c'est la même chose. Puis tu sais, des fois, on voit sur la scène indépendante des choses que les puristes vont comme faire. Hey, je peux pas croire qu'ils font ça. Ouais, mais ils essayent des affaires. À un moment donné, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. C'est faux. Tu sais, tu lances quelque chose, puis tu vois qu'est-ce qui colle après. Tu sais, mais PWG, qui est une promotion de lutte aux États-Unis, en Californie, qui, eux autres, à un moment donné, ils avaient fait quelque chose où, à un moment donné, tous les lutteurs luttaient au ralenti. Il y a comme une séquence dans le match où pendant une minute et demie, tout le monde luttait au ralenti jusqu'à attendre un stand, puis là, whoop, ça repartait. C'est bon. Mais pour moi, ça, c'est du théâtre expérimental. Ouais. C'est-tu eux autres qui ont fait The Invisible Man versus les deux hommes invisibles qui luttent, là? Ah, ça, je me souviens pas si c'est eux autres. Mais il y a un lutteur au Japon que c'est juste un mannequin, là, c'est juste une poupée gonflable. Ouais. Ben oui. Ben, en fait, pendant longtemps, il y a une expression à la lutte qui disait que, tu sais, un bon lutteur, c'est quelqu'un qui peut lutter contre un balai puis rendre le match bon, là. Tu sais? Fait à quelque part, tu sais, pour moi, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Comme le théâtre expérimental, comme d'autres affaires. La musique, c'est la même chose. Il y a des shows qui sont plus généraux. Il y a des shows qui vont attirer 20 000 au Centre Bell. Il y a des shows qui vont attirer 400 personnes au Fofone électrique. Ça veut pas dire que c'est moins bon au Fouf que c'est au Centre Bell. Tu comprends? Donc il y a différents degrés, il y a différents styles. La lutte, c'est ça. Il y a plus de chances que tu sois déçu au Centre Bell que tu sois... Puis que tu aies une belle surprise dans un bar. C'est vrai pour la lutte. Oui, exactement. L'ambiance va venir jouer aussi là-dedans. Fait que, pour moi, c'est pour ça que j'aime ça parler de cette façon-là de la lutte, parce que les gens, ils n'ont pas honte puis ils n'ont pas peur d'essayer des trucs au niveau musical, au niveau théâtral. Mais la lutte, des fois, on juge rapidement ça. Puis je pense que pourtant, c'est la même chose. Ça revient à ce qu'on disait quand on est allé voir la Raw à Montréal en 2018, je pense. Ouais. C'était un peu long, c'était cool, mais c'était comme long. Puis quand vous êtes allé voir le House Show à Toronto, c'était mieux. Ouais. Ah, ben ça. Les TV taping, c'est long. C'est long parce que les commerciaux, ce qui se passe moins rien. Ouais, c'est plate. L'expérience publique est plate. Je trouve ça weird qu'ils interrompent genre le show de même, qui ferme les lumières. Il y a comme, ça vient froid. Mais imagine, t'es là, imagine comment placer pour le gars ou la fille qui fait son entrée avant la pause. Là, qui est dans le ring, les lumières se ferment, il n'y a plus de musique. Là, il y a une pause commerciale. Ils reviennent avec un segment backstage. Ils pluguent le prochain pay-per-view. Ça fait, je l'avais calculé une fois, je pense qu'il y a quelqu'un qui était resté 12 minutes dans l'arène. C'est long, 12 minutes, quand tu peux pas interagir avec la foule. Vraiment, parce que tu veux que la foule regarde l'écran géant pendant ce temps-là. Puis là, tout d'un coup, ta musique repart, toi, comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Mais bon, c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est l'équivalent d'aller voir des fois des sitcoms, puis, tu sais, je veux dire, bon, tu vas voir les fous rires, ce qui est quand même cool, mais tu vois ça d'une autre façon quand même, tu sais, parce que c'est pas le produit qui est cool à voir, puis ben oui, exact, tu sais. Hey, merci beaucoup, Pat Laprade. C'était vraiment une belle discussion. Déjà fini? Ben, je sais pas. On a défoncé pas mal. On voulait pas te retenir toute l'après-midi non plus. Moi, j'ai rien à faire toute l'après-midi. Non, mais merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Puis, on peut plugger ton podcast, Les Antipodes de la lutte? Les Antipodes de la lutte, c'est à chaque semaine, les jeudis, qu'on a un nouvel épisode, Kevin Raphaël, et moi. Donc, sur toutes vos plateformes où vous écoutez vos podcasts. J'ai également
différents livres qui sont en vente un peu partout là, sur Amazon ou ailleurs. La semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est mon livre sur l'histoire de la lutte au Québec, la biographie de Mad Dog Vachon, la biographie du Géant Ferré et mon plus récent qui est sur le hockey, qui est Émile Butch Bouchard, le Rock de Gibraltar du Canadien de Montréal. Écoutez-nous aussi, TVA Sport, chaque semaine. C'est quoi les grosses storylines en ce moment, là? Qu'est-ce qui se passe? Les grosses storylines à Raw, c'est beaucoup... en fait, Seth Rollins est très, très, très présent. Là. Il vient il est revenu babyface, très, très, très présent. T'as l'Original Club avec AJ Styles et Gallows Anderson avec... Mia Yim qui vient de se rajouter. Puis Mia Yim contre le Judgment Day de Finn Balor et puis Damien Priest puis Rhea Ripley qui est une des meilleures. On parle beaucoup de Sami Zayn à SmackDown en ce moment, mais je trouve que Rhea Ripley à Raw, elle est tellement bonne puis sous-estimée encore. Donc, on n'a pas pour ceux qui savent pas, on n'a pas le choix sur ce qu'on présente. C'est la WWE qui nous envoie un montage. En fait, c'est pas nécessairement les meilleurs moments. Ils choisissent selon le show. Il faut que ça fasse 46 minutes là, en tout. Là. Fait que tu sais, ils vont des fois couper dans les matchs. Puis ils vont nous donner des matchs. Puis des fois, c'est pas dans le même ordre qu'on les voit à la télé. Ils se font comme un show pour que ça fasse 1 heure de lutte. Puis des fois, la finale de notre show à nous, c'était peut-être le match qui est passé à 2e heure là, en direct. Bref, c'était tous les mercredis soirs, TVA Sport 2 à 9h, en reprise à TVA Sport jusqu'au dimanche. Et puis, j'ai autre chose à plugger. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Il a l'air sûr de son TikTok. Ouais, je suis pas très présent encore, mais j'essaye Pat Laprade. Donc, suivez-moi, ça me fait toujours plaisir de parler de lutte avec les gens. Et évidemment, tu connais plus la lutte que Kevin Raphaël. C'est important de le dire, j'imagine. On la connaît différemment. Ouais, OK. Ouais, Kevin, surprenamment, il y a une excellente... en fait, il y a une excellente mémoire sur tout ce qui s'est passé de récent. Moi, je peux pas dire qu'il a gagné le Royal Rumble en 2012. Okay. Même si je me forçais en ce moment, je peux te donner la date de naissance de Paul Vachon. Tu comprends? J'ai pas... j'ai pas la même mémoire par rapport à ça, mais Kevin connaît bien sa lutte, puis c'est un fan à la base. Moi, j'ai perdu un peu cette petite lumière-là, cette petite étincelle-là. Je regarde un match de lutte, puis ça m'en prend beaucoup pour être impressionné. Je vais être critique, je vais regarder, ça c'était bien fait, ça c'était pas bien fait. Mais j'ai de la misère à me laisser emporter par les émotions. Kev, lui, il va voir un lutteur arriver puis il va sauter chez eux, là, tu sais, puis il faut qu'il mette sur pause pour reprendre ses émotions. Quand on vous écoute à TVA, vous n'avez pas nécessairement la même réaction au même moment. Toi, t'es plus, je pense, le heel. Non, Kevin est plus le heel. Moi, je suis plus le babyface. Ouais, mais tu vois, visiblement, ça fonctionne pas. Mais j'ai... Bon, on va finir ça. Non, mais j'ai c'est bon. Mais on joue un personnage. On est sur notre podcast, je te dirais, c'est plus là qu'on voit notre vraie personnalité. Okay. À la télé, on va se la jouer à puissance 10 parce que c'est ça qui est je sais, c'est un peu ce qui est demandé, ou en tout cas, on essaie d'être divertissant le plus possible. Puis les gens, honnêtement, je trouve que vous avez une belle dynamique. Merci beaucoup. Puis les gens nous demandent souvent pourquoi vous faites pas ça sérieusement. Je sais, tu vois pas ce qu'on fait. Puis même avant nous, je veux dire, ce que les Marc Blondin a fait, et tout ça, Benoît Cossette du côté des EW, on amène toujours un peu plus d'humour, on amène toujours un petit peu plus de personnalité là-dedans, ce qu'on voit pas nécessairement toujours à la WWE, par exemple, mais c'est parce qu'il faut comprendre que, par exemple, nous, notre côté, on a 1 heure sur 3, on a les meilleurs moments, les matchs sont coupés, on a souvent juste des high spots. Nous, on n'a pas le temps de raconter l'histoire au complet du match. Nous, on raconte ce qu'on voit. Si nous, l'action est bing, bang, boom, puis que nous autres, on est ben plate, puis tu sais, sur un même ton, non, il faut être dedans, puis il faut traduire, puis il faut tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi, tu sais. Moi, au début, quand on est arrivé, il était là, on n'est pas pour traduire les mots, on n'est pas pour traduire les promos. Oui, mais là, si on présente un show en anglais, pourquoi les gens vont l'écouter? Au Québec, c'est ça. Ouais.
en français Pas le choix. à TVA Sport quand ils peuvent le voir déjà en anglais, puis les 3 heures au complet. Fait qu'il faut amener quelque chose de différent, nous. Puis ça, c'est notre couleur, c'est nos personnalités, c'est nos expressions. Tu sais, Kevin qui va dire, au lieu de dire 1, 2, 3, il va dire Jésus, Marie, Joseph. Excellent. Mais moi, la première fois qu'il y avait ça, je dis, oh shit, OK, c'est bon, ça, là. Ouais, puis il ramène son personnage qu'il a fait connaître avec les descripteurs de matchs de hockey à l'époque en créole. Fait que, il joue plus sur ces codes-là. Même moi, c'est rendu que je dis les mots créoles. Là. Je disais que Bobby Lashley, c'était le chef bandit. Bon, puis c'est correct, parce que c'est avec Kevin, puis c'est correct. On a cette dynamique-là, puis cette complicité-là. Mais je veux dire, si on était comme juste ben sur un même ton, ben terre à terre, ben on serait plate par rapport aux produits qui nous montrent. C'est pas de faire de l'humour, c'est pas ça le but. Puis le but, c'est juste d'être divertissant, comme le show est divertissant, puis on a juste 1 heure. Fait à un moment donné, ben, il faut être capable de se démarquer aussi là-dedans. T'sais. Fait que bref, oui, écoutez, nous à TVA Sport, puis je pense que j'ai fait le tour de mes plugs. En tout cas, c'est très efficace. Fait que merci beaucoup, Pat Laprade. Bon gala ce soir. Ben, merci beaucoup. Merci à vous autres, les boys. Puis on se revoit bientôt. Là. Si jamais tu veux nous plugger avec Kevin Owens un jour, on est bien prenant. Je l'appelle live ou? Ça tombe bien, il est en train de tourner au Québec. Ouais, c'est ça. Il a fini. Non, je sais. Merci, Pat. Merci à vous autres. À bientôt. Merci.